Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer la soirée. Donc, je vais parler à la place du directeur qui va nous rejoindre plus tard, là, qui est dans les instances. On est très heureux d'accueillir Véronique Descharrières pour cette conférence, je ne sais pas comment on dit, débat, échange entre nous. Donc, on se présentera par la suite. Donc, je vais te laisser la parole pour du côté de la 2 minutes. Voilà. Pour cette soirée qui est en coproduction avec la Maison européenne. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est une coproduction entre la Maison européenne de l'architecture et l'ENSAS. C'est la 3e. La première, c'était Jacques Rougerie. La 2e, Henri Siriani. Et Véronique Descharrières aujourd'hui. Et le principe, c'est qu'il y ait toujours des étudiants qui puissent dialoguer avec le ou la conférencière. Soit effectivement à partir de leur mémoire, c'est ce qu'on a fait la première fois, soit à partir d'un atelier de projet, la 2e fois avec Henri Siriani, et cette fois c'est avec Mathieu et les étudiants qui sont là. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est que les enseignants soient complices, vous voyez, de ce type de présentation et de dialogue. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais te relaisser la parole. Mathieu, ou oui, vas-y. Non, juste une introduction. Du coup, on a eu un échange et du coup, l'idée, c'était d'inviter 4 étudiants qu'on encadre avec Andrea Grigogowski dans l'atelier de mémoire. Donc, elle s'excuse, elle ne peut pas être là ce soir pour de bonnes raisons. Et donc, il y a 4 étudiantes et étudiants qui ont répondu à l'idée de participer à cette soirée et de pouvoir échanger, dialoguer sur la question du vivant. Donc voilà, je ne vais pas parler plus, mais l'idée c'est qu'on échange pendant quelques minutes et une heure et quart, je ne sais plus. Voilà. Puis après on échangera avec vous, surtout c'est l'idée de pouvoir discuter et échanger. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. D'ailleurs, il nous faudra un maître des horloges pour pouvoir timer un petit peu. Mais en tout cas, je voulais tout simplement déjà remercier l'école de Strasbourg de cette invitation du directeur. Je crois qu'on le verra tout à l'heure, de toute son équipe qui a travaillé aussi pour la préparation de cet événement. Donc, je suis ravie d'être ici, puisque peut-être certains d'entre vous le savent. C'est ici que j'ai fait mes études. J'ai démarré mes études d'architecture en 1983. Et d'ailleurs, j'ai même passé mon diplôme dans le bâtiment garage que vous connaissez, que vous utilisez encore aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est effectivement à ce titre-là que je suis très très touchée et même un peu émue d'ailleurs d'être ici. D'ailleurs, dans ce jury de diplôme, je me souviens avoir eu des personnalités remarquables déjà à ce moment de jury. Dominique Coulon, qui est juste en face de nous et qui est enseignant ici aussi, grand architecte, à qui récemment on a eu l'honneur aussi, comme je suis membre de l'Académie d'architecture, on a eu l'honneur de lui remettre la médaille d'or l'année dernière, et donc c'était aussi un beau moment à partager ensemble. Il y avait aussi, peut-être vous le connaissez, Philippe Madec, qui est aussi un des co-auteurs de ce fameux manifeste de la frugalité heureuse. Voilà, donc ça me remet un petit peu en arrière, mais c'était des moments vraiment, vraiment palpitants. Et j'espère que vous, tous, étudiants, vous aurez aussi ces moments qui sont vraiment formateurs, fondateurs et qui vous propulsent après dans la vie active. Je veux remercier aussi évidemment Daniel Martin et la Maison européenne de l'architecture qui co-organise cet événement. Daniel, on s'est rencontrés aussi ici à Strasbourg dans l'école et elle a eu un parcours aussi très très intéressant et maintenant on travaille vraiment sur cette question de la médiation et cette idée tout à fait originale de dire c'est pas une conférence, on va dire classique au sens magistral du terme, un peu figé, guindé, on va en faire quelque chose d'un peu plus vivant, on va parler de l'architecture du vivant aujourd'hui. Et donc c'est plutôt très sympathique et je vous remercie tous les uns les autres, les enseignants, Mathieu, Andrea, d'avoir joué le jeu. On a échangé un petit peu avant cette conférence pour pouvoir effectivement bâtir un peu ensemble un parcours qui permet justement de croiser entre nous
des questions, des sujets qui nous occupent. Moi, je vais essayer de vous emmener un petit peu à travers une balade, à travers certains projets que j'ai pu réaliser ou qui sont en conception actuellement. Et puis à travers ça, on va pouvoir échanger, on va pouvoir essayer de développer les thématiques que vous aussi, vous êtes en train d'essayer de mettre en plan dans votre atelier. Voilà, puis je remercie aussi les étudiants qui sont là aujourd'hui, parce que je sais que c'est toujours un peu délicat pour les étudiants de se dire est-ce que je fais la conférence sur YouTube ou est-ce que je la fais vraiment en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Donc je vous remercie d'être là en présentiel. C'est toujours plus chaleureux d'être tous ensemble et de pouvoir discuter. Vous aurez la parole aussi, évidemment, puisque l'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire cet échange, voilà, que les questions soient posées les uns et les autres. Surtout, n'hésitez pas. Alors peut-être je fais juste un petit retour en arrière pour essayer d'expliquer un petit peu comment je suis arrivée à cette notion de l'architecture du vivant et puis montrer un peu le parcours que j'ai parcouru sur ces 30 dernières années de mon travail. Où j'ai travaillé donc avec donc j'ai été oui, puisque notre association maintenant s'est terminée, mais je suis donc associé et co-directeur de l'agence Bernard Tchoumi Urbaniste Architecte. Donc ça effectivement ça remonte à loin. On a travaillé sur beaucoup de projets avec Bernard Tchoumi. Ça a été une longue et belle collaboration sur laquelle on a pu faire des projets plutôt des équipements, des grands équipements publics, internationaux, avec des projets comme vous le voyez ici, comme le musée au parc d'Alésia, le Frénois, qui était d'ailleurs le premier projet que j'ai gagné d'ailleurs avec Bernard Tchoumi. Et à l'époque, c'était depuis le parc de la Villette, il n'avait pas gagné de projets internationaux. Et ça avait été effectivement un démarrage très intéressant, très formateur aussi, parce que ça a été pratiquement 8 années de chantier. Et je peux vous dire, et si j'ai un message à vous faire passer ce soir, c'est faites du chantier. Surtout, ne tournez pas les talons du chantier parce que c'est vraiment là qu'on apprend le métier et qu'on met les mains un peu sur la matière, la matérialité, mais aussi dans les échanges qu'on a avec les partenaires et les membres de ces grandes équipes de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Voilà, d'autres projets comme les Zéniths, un musée de l'Acropole, le siège de Vacheron-Constantin, une école d'architecture que vous voyez ici, c'est l'école de Marne-la-Vallée. Et actuellement, je suis en train de réaliser la rénovation énergétique de cette école. Et là, cette fois-ci, sous mon autre casquette, puisque j'ai fondé aussi une agence qui s'appelle VDA et qui est une agence qui est surtout dédiée ou qui essaye en tout cas de se dédier vraiment à ce qu'on va parcourir tout à l'heure, qui est cette question de l'architecture du vivant. Alors comment je suis arrivée justement de fil en aiguille et de projet en projet, comment je suis arrivée effectivement à cette réflexion sur l'intégration du vivant, l'intégration peut-être d'autres paramètres que ceux qu'on a appris ici à l'école, qui étaient voilà, sur le programme, l'urbain, toute une série de choses qu'on a enseignées voilà, dans cette école dans les années 80, avec Henri Siriani, que j'avais suivi aussi comme Dominique Coulon à une époque à UP8, où effectivement c'était un certain type d'enseignement magistral, très cadré sur des outils de l'architecture. Et en fait, voilà, tout mon parcours, ça a été un petit peu de voir comment on pouvait élargir le champ d'horizon et intégrer d'autres paramètres. Et là, vous allez le voir effectivement à travers le projet que je vais vous montrer, qui est celui du parc zoologique de Paris, la rénovation, donc que j'ai pu réaliser à partir entre 2007 et 2014, et qui a été vraiment le moment, je dirais un peu la pierre angulaire, le moment fondateur pour moi de la compréhension qu'il y avait des enjeux vraiment et des paramètres vraiment importants, intéressants, qui pour l'instant, avait été mis de côté dans notre réflexion architecturale et qui méritait plus qu'un peu d'être complètement mis, je dirais, en scène dans l'architecture. Alors j'aime bien, je vous montre un petit peu ces images aussi qui sont des images références. Donc la peinture de Bruegel qui nous ramène vraiment au XVIe siècle, vers cette espèce de relation à la nature qui est un peu fantasmée, jardin d'Éden, où tout le monde est
est heureux, tout le monde est beau, tout le monde est nu et se balade dans des paysages absolument fantastiques. Et puis, en parallèle de ça, on passe les époques, le temps, mais je crois qu'avec vous, on parlera justement un peu de l'histoire de l'architecture et de l'histoire de ces bâtiments. On a tout d'un coup la très très belle, très beau bâtiment moderne donc de Pingusson qui est dans le zoo de Londres et qui est ce fameux petit bâtiment. Il n'est pas très grand. Quand j'étais le voir, j'étais un peu surprise de sa dimension, de ses proportions, mais il est très très bien dessiné et il met en scène ces doubles hélices justement pour se disant bien, on va accueillir des pingouins, donc évidemment les pingouins ça va les amuser de faire des glissades sur les rampes. Or le jour où il a été mis en œuvre, mis en service, ce petit bâtiment qui était censé accueillir toute la partie Otaries pingouins, en réalité ils sont montés, là pour la photo, ils sont montés sur les rampes, ils sont tombés, ils glissaient, ils n'arrivaient pas à monter et en fait le bâtiment a été fermé très très vite après son ouverture. Des cas comme ça, il y en a vraiment dans l'histoire de l'architecture plein. On parlera peut-être aussi avec vous de certains sujets comme les abattoirs aussi, où il y a le grand cas de figure des abattoirs de la Villette, où les rampes justement pour les animaux étaient dessinés de manière trop pentue et cet abattoir gigantesque finalement n'a jamais pu être mis en service et il a été transformé pour notre bien à tous en un musée des sciences et de l'industrie. Voilà, donc un petit peu pour vous situer un petit peu justement ces références et aussi ces deux images que je trouve aussi très très importantes parce qu'elles montrent bien à un moment donné quand tout d'un coup on se pose la question de l'animalité et comme j'ai été amenée effectivement à me la poser avec le parc zoologique de Paris, l'animalité avec toute son étrangeté, avec aussi toute sa beauté, avec cette force et cette puissance, mais parachutée dans nos contextes et dans nos villes urbaines, urbanisées, mécaniques, technologiques, il y a comme quelque chose qui relève du hiatus et on se dit qu'il y a quelque chose qui manque et qui n'a pas été, qui a pas été peut-être soit pensé, soit un déni qui a été rejeté. En tout cas, ça éveille véritablement la question de où se situe le sauvage, l'étrangeté, le mystère dans nos villes actuelles. Voilà, alors donc je vous propose peut-être pour justement étayer un petit peu tout cet exposé, qu'on fasse cette balade, et alors je l'avais articulé suivant 5 enseignements, donc parce que à travers les différents projets que je vais vous montrer, je vais vous essayer de vous faire des présentations assez succinctes. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai laissé les livres du parc zoologique qui sont ici. Je voulais les remettre à votre directeur pour qu'ils fassent partie de votre bibliothèque, comme ça vous pourrez replonger dedans. Mais je vais essayer de faire des présentations succinctes pour que ça puisse après engager assez rapidement avec vous les discussions sur les thèmes qui nous sont chers. Mais en tout cas, les 5 enseignements sur lesquels je voulais vous interpeller, et qui en tout cas moi m'ont interpellé et en sont issus de la compréhension et des études que j'ai pu mener maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années sur ce sujet de l'architecture du vivant. Je dois dire que c'est pas récent. Je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui émergent, qui sont présentes dans la presse, dans les communications et autres. Moi, c'est vrai que cette question, avec différents projets, mais vraiment ça a été celui du parc zoologique, où tout d'un coup vous avez un client ou un maître d'ouvrage, pour le dire de manière public, un maître d'ouvrage qui vous dit voilà, j'ai un territoire qui fait à peu près 15 hectares, il est à la lisière de Paris, on n'est pas très très loin du périphérique pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le bois de Vincennes, vraiment au seuil, vous voyez, entre la ville de Saint-Mandé, le bois de Vincennes et le lac Daumesnil. J'ai ce territoire de 15 hectares sur lequel il y avait eu donc à l'époque de l'exposition universelle en 1931, donc il y avait eu ce projet qui était le parc zoologique historique du Muséum d'histoire naturelle, donc l'institution
qui fait partie de l'État, qui a été fondé après la Révolution française, justement pour récupérer tous ces animaux qui étaient issus finalement des conquêtes et des colonies et qui étaient ramenés dans les arsenaux royaux. Donc cet établissement, le muséum, avait commencé à essayer de s'occuper des animaux. Déjà, il fallait les soigner, il fallait les comprendre, il fallait aussi, ils essayaient de faire un petit peu de recherche scientifique, mais pas encore. Ils étaient plutôt, je dirais, orientés dans la classification. C'était un petit peu à cette époque-là, d'un point de vue scientifique, on était véritablement dans cette notion de la classification. Et donc le muséum dit, j'ai ce site qui était véritablement en décrépitude, parce qu'il était formé d'une multitude de rochers qu'ils avaient appelés en 1931 les maisons pour chaque animal. Donc en fait, dans l'ordre de la classification, chaque rocher était dédié à un animal. Vous aviez le rocher des éléphants, vous aviez le rocher des ours, vous aviez le rocher des girafes, etc., etc. Puis il y a le grand rocher que vous voyez encore trôner ici au milieu, enfin en proue du terrain. J'appelle ça, c'est la tour Eiffel de l'Est parisien. Le rocher culmine à 70 mètres. Mais il a une véritable force et un véritable impact dans le paysage. Et donc, son propos était de dire, voilà, il faut qu'on rénove ce zoo, c'est très compliqué, on a des animaux sur place, notamment un groupe de girafes. Notre programme, il tient en un mot, bien-être des animaux. Et ça, pour moi, ça a été le premier élément choc et le premier élément aussi de révolution, je dirais presque intellectuelle, puisque jusqu'à présent, on avait l'habitude d'avoir des programmes relativement bien cadrés, avec des mètres carrés, des surfaces à réaliser, des fonctionnalités auxquelles on devait pouvoir répondre, des critères techniques très précis, l'hygrométrie, enfin, la thermique, l'acoustique, etc. Et là, rien de ça. On nous dit, vous avez un nombre d'espèces à installer sur le site, mais on vous laisse les choisir en fonction de leur bien-être. Et ça, vraiment, ça a été, je dirais, tout d'un coup, ça a fait tilt effectivement dans la tête. Je me suis dit, mais c'est incroyable que tout d'un coup, un projet de cette envergure aussi, de cette dimension, de cette taille, nous soit donné à réaliser sur le simple élément, mais crucial aux yeux du muséum et plus de tous les soigneurs. Et alors là, je dois dire qu'il y a des équipes scientifiques absolument incroyables qui ont œuvré, qui nous ont guidés, parce que évidemment, moi, j'avais aucune idée de ce qui était nécessaire pour une girafe, un koudou, un lion, une fourmi, un koala ou d'autres. Donc évidemment, et ça a été donc ce travail d'échange permanent avec cette équipe scientifique, mais dont le seul souci, c'était pas de nous dire votre surface elle est trop petite ou trop grande, ou là le sol il n'est pas comme ci ou comme ça, c'était de nous dire garantissez-nous le bien-être. Nous on vous dit ce dont l'animal, d'après ce qu'on connaît et d'après ce que la science aujourd'hui peut connaître de ces animaux, et il y en a beaucoup. On a à peu près plus d'1 millier d'animaux sur le parc. On a à peu près 200 espèces. Donc, et pour chaque espèce, vous imaginez qu'il y a un spécialiste de l'espèce. Donc on a effectivement eu des moments d'ateliers, on appelait ça des ateliers, qui étaient absolument incroyables, dantesques. Moi j'ai aussi passé beaucoup de temps à aller visiter tous les zoos du monde, parce que tout d'un coup, effectivement, j'essayais de comprendre comment tout ça fonctionnait. Mais l'enjeu était effectivement ce bien-être dans le programme. Et j'ai trouvé que, comme fondement d'un projet architectural, paysager et urbain, c'était véritablement quelque chose qui était très novateur. Et bien sûr, je me suis dit, si on pouvait transposer ça ailleurs, dans nos projets urbains avec promoteurs, etc., ça serait une vraie révolution. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, quand on travaille sur un programme, par exemple, d'habitation, on est presque tenu au centimètre carré du programme tel qu'il est défini. Et des fois, c'est des aberrations. Et des fois, on n'arrive pas, du coup, à pouvoir produire la meilleure expression architecturale, ou en tout cas, le meilleur espace qui puisse être donné aux usagers. Donc, voilà, révolution, pour moi, en tout cas, petite révolution culturelle.
Après, à l'intérieur de ce zoo, alors je vais passer quelques diapos pour vous montrer un petit peu les différents espaces, mais le principe générique du travail que, in fine, on s'est donné à faire sur ce projet, puisque là, il a vraiment fallu revisiter complètement cette pensée architecturale. Bien sûr, la rencontre avec le paysage était quelque chose de premier aussi, mais en termes architecturaux, nous, ce qu'on a cherché à développer, c'était de se dire, ok, on va avoir ce territoire, on va installer donc des espèces, on va essayer de créer les lieux, les meilleurs espaces possibles pour chacune de ces espèces avec les critères qui vont nous être donnés et la façon dont on va pouvoir l'appréhender. Mais l'idée, c'est surtout aussi de créer un langage commun, qui soit pas une maison des girafes, une architecture soit moderne, comme on a vu tout à l'heure, soit beaucoup d'architectures de ces zoos sont des architectures, on va dire, un peu coloniales, un peu baroques. Donc, surtout pas rentrer là-dedans, c'était pas notre propos, mais trouver ce langage architectural qui finalement pouvait se perpétuer dans la totalité de ces 15 hectares et sur des sujets bien différents les uns des autres. Vous avez vu tout à l'heure, donc là on est dans une serre, la serre tropicale. La serre tropicale, elle a pour objet de créer un climat qui est un climat tropical avec à peu près 26 degrés en permanence, même en hiver, donc ça c'est assez agréable, de l'hygrométrie entre 70-80%, et donc de façon à pouvoir y aménager des lieux où on a des animaux qui peuvent se développer en vol libre. Par exemple, dans cette serre, il y a beaucoup d'animaux en vol libre. On a un couple de paresseux aussi qui circulent. De temps en temps, vous le voyez, ça c'est le grand jeu. C'est quand vous êtes dans la serre, où est le paresseux? Où sont les paresseux? Alors, dernièrement, je les ai vus. Ils sont accrochés, en fait. Ça, c'est toujours les petites anecdotes marrantes. Mais dernièrement, ils sont accrochés vous avez vu donc les pulvérisateurs, les brumisateurs pour justement créer l'hygrométrie dans la serre. Eux, ils ont trouvé que finalement, on avait projeté quelque chose de très intéressant pour eux, parce que ça ressemblait un peu à des espèces de biberons. Donc ils viennent s'accrocher au brumisateur et ils viennent s'abreuver sans avoir besoin de redescendre dans leur loge, enfin le lieu où ils pourraient venir, où on leur donne à manger, et où il y a effectivement de l'eau. Donc ça, c'est des petits détournements de l'espace que je trouve toujours assez intéressant, assez charmant. Mais de trouver donc ce langage architectural qui puisse justement venir englober tous les lieux possibles, que ce soit la serre tropicale, où à droite vous avez là cette fois-ci la grande volière qui est au pied du rocher, avec tout un registre de technique et architectural. Ici beaucoup de filets, un travail sur cette enveloppe en verre, et puis vous allez le voir aussi. La question là par exemple, c'est toute l'enveloppe que j'appelle l'enveloppe symbiotique de l'entrée, donc le grand sas d'entrée du zoo, qui est une grande treille végétale qui recouvre à peu près 2000 m², qui fait vraiment sas de décompression. Quand on arrive de la ville, du périphérique, qu'on a traversé ça, tout d'un coup, paf, on se retrouve sous cette treille végétale et on est prêt à démarrer un voyage à l'intérieur du parc qui, lui, justement, va montrer qu'on peut mélanger ces deux langages qui sont ceux de l'architecture et du végétal et du vivant. Là encore, sur cette notion des doubles enveloppes, et donc à nouveau une autre caractéristique pour les girafes, évidemment des grandes hauteurs, un travail sur la topographie, un travail sur des espaces où on a vraiment des lieux très très particuliers à pouvoir organiser. Notamment là vous le voyez, il y a des pré-parcs qui permettent aux soigneurs, vous avez des petites fenêtres qui leur permettent de venir voir et de pouvoir cibler les animaux, savoir les trier pour savoir quels sont ceux qu'on met en place sur la plaine africaine, les mâles, les femelles, les petits, etc. Donc il y a vraiment tout un rythme de vie qui est vraiment fascinant et dont justement ce travail sur les enveloppes architecturales nous permet de répondre. C'est-à-dire qu'ici, l'idée, c'est vraiment pas de travailler sur une forme, on a appelé ça plutôt de l'informe, mais de travailler sur les besoins, sur les caractéristiques géographiques, topologiques du bâtiment, avec ce travail sur cette première enveloppe extérieure qui réagit justement avec les éléments extérieurs, et une deuxième enveloppe intérieure qui est celle justement plus technique et qui permet aussi de répondre aux besoins, je dirais notamment de soins, tous les soins qui sont apportés à ces animaux.
Voilà, et là on revoit justement la vue aérienne qui est toujours assez spectaculaire, avec le lac Dominique en premier plan, et qui permet justement d'intégrer ce grand paysage. Voilà, donc les 2 livres aussi dont je vous ai parlé, donc l'un qui parle vraiment, qui est un parcours photographique et un texte qui explique par le récit justement tout ce travail sur la mutation, parce que là aussi ça fait partie de ce qu'on peut appeler l'architecture du vivant. L'architecture, c'est pas j'ai un programme, j'ai un budget, j'ai une image, et à la fin j'ai un projet fourni, clé en main, et qui correspond à l'image qu'on a donnée. Non, un projet architectural, un projet dans ce cadre de l'architecture du vivant, c'est vraiment de prendre en compte cette transformation, cette transformabilité, puisqu'on partait pas de rien, il n'y avait pas une feuille blanche, il y avait un parc qui existait avec des rochers, avec beaucoup de choses qui étaient sur le parc, des végétaux qu'on a préservés, des éléments aquatiques, véritablement tout un patrimoine qui était en place, et avec lequel on a travaillé pour justement faire cette transformation, cette mutation, cette métamorphose. Et donc ce premier livre retrace bien ça. Et puis dans le deuxième, on s'est attaché là cette fois-ci à expliquer en quoi l'architecture justement peut prendre en charge cette question de l'architecture du vivant et répondre à ces nouvelles contraintes qu'on n'a pas l'habitude effectivement de côtoyer dans le monde, je dirais, urbain, citadin dans lequel on vit. Voilà, et ça me permet de pouvoir faire la transition avec toi, Mathieu, et parce que toi aussi, tu as une expérience intéressante dans ce domaine-là. Merci Véronique pour cette première partie de la présentation. Moi, je voulais commencer pour réagir à ce que tu dis par une citation qui depuis des années, me poursuit. C'est Bernadette Lizet, qui est une éthologue qui a travaillé toute sa vie sur le cheval, et sur le cheval au travail. Donc, et elle commence son livre par une phrase qui m'a marqué, et qui me marque toujours, et qui maintenant suit vraiment mon enseignement. Elle dit « Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, les chevaux ne possèdent pas de territoire. Si le mâle repousse énergiquement loin de sa famille le congénère adulte de même sexe, il n'associe pas ses actes à la défense d'un espace géographique déterminé. C'est la famille qu'il protège et non les lieux où elle évolue. » Et donc cette phrase, cette idée, elle est vraiment intéressante, c'est qu'en fait, il y a bon nombre d'animaux, en fait, la question du territoire et du foncier, qu'on peut l'entendre dans l'architecture, l'urbanisme, n'existe pas. Les animaux sont nomades, en fait. Et la plupart des espèces que tu as montrées sont extrêmement nomades. Et donc se pose la question, en fait, de la domestication. Et nous, on est un animal domestiqué parce qu'on s'est sédentarisé. Et on s'est sédentarisé à cause de cette aussi domestication. On est devenu... Et à travers, en fait, le prétexte, finalement, du cheval, parce que donc c'est le cheval avec qui on a travaillé pendant 2 ans avec les étudiants, avec une équithérapeute qui s'appelle Nathalie Friet, et on a posé la question des échelles, en fait, et les échelles du territoire jusqu'à le box. Est-ce qu'il faut laisser les chevaux dans les box ? Est-ce qu'ils vivent dans un espace qui est naturel ? Non, c'est des animaux domestiqués. Les animaux qui sont dans le zoo ne sont pas domestiqués, mais ils sont de l'ordre de la domestication, parce que la domestication, c'est le contrôle de la reproduction. Donc on est dans un espèce de sauvage un peu aussi fantasmé, mais on est dans une sorte de domestication. Et à travers ce travail-là d'atelier, finalement, les étudiants ont réfléchi sur ces différentes échelles, et l'échelle du cheval, qui n'est pas l'échelle d'un être humain, ça pose des questions de comment on peut encore construire, comment on construit, et à quelle échelle on doit construire, et repose la question de l'acte de construire, juste en fait. Et c'est ça qui est, à mon avis, extrêmement important. Donc moi, j'aimerais bien on peut défiler, mais l'idée, c'est de te poser la question, est-ce que vous êtes posé une réflexion sur la question du territoire et du territoire de chaque animal, finalement, puisque ce sont des territoires qui sont enfermés. De toute façon, quand on parle de parc zoologique, et là, c'est vrai qu'on rentre aussi dans cette controverse. Est-ce que c'est bien ou mal d'avoir des animaux en captivité ? Bon, on a cette question, si on faisait un sondage, tout le monde dit c'est mal. Moi-même, je pensais que c'était pas bien et que c'était pas souhaitable, évidemment, d'avoir ces animaux en zone captive. Mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est des animaux qui sont aujourd'hui dans un cadre de préservation et qui
qui ont perdu leur habitat dans les zones dans lesquelles ils habitaient auparavant. Vous connaissez peut-être tous ces chiffres, mais sur les éléphants qui disparaissent en Afrique, aujourd'hui par exemple le lynx pratiquement quasi disparu, on le voit réapparaître de temps en temps, je crois que d'ailleurs dans les Vosges, il me semble qu'il y a des lynx qui ont réapparu. Donc vraiment, et je crois que, et moi j'avais pas percuté avant le parc zoologique, j'avais pas compris qu'on était dans ce phénomène d'extinction de masse de la biodiversité animale. Et aujourd'hui, les scientifiques disent, c'est bien simple, un animal au-dessus de 3,5 kg, il a peu de chances de survivre ou d'être préservé, si ce n'est justement dans des parcs ou dans ce cadre de domestication où l'humain va aider à cette reproduction, il a peu de chances d'être préservé. Les scientifiques les plus pessimistes nous disent, demain c'est bien simple, enfin peut-être à horizon, je sais pas, d'une cinquantaine, une centaine d'années, il n'y aura plus d'animaux sauvages, les lions, les ours polaires par exemple, c'est clair, c'est pas du fantasme, on sait que la banquise fond, peut-être ils n'auront plus leur habitat et que effectivement il n'y en aura plus. Il y aura quoi? Il y aura des animaux domestiqués, il y aura des animaux de ferme en milieu citadin et autres, mais il n'y aura plus ces animaux sauvages. Donc voilà, donc la question vraiment, si on cherche un peu à répondre à cette controverse, c'est évident que ces parcs servent justement à pouvoir perpétuer ces espèces, et il y a un énorme travail. Moi j'ai vu un peu les circuits qu'il y a notamment en allant en Chine, etc., un peu partout. Il y a un énorme circuit qui s'est mis en place justement pour pouvoir faire la conservation du patrimoine génétique de toutes ces espèces. C'est incroyable. Je veux dire, on pense que quand l'homme commence à donner son ADN, c'est terrible et autres, mais si vous voyez ce qui se passe dans le milieu animalier, toutes ces espèces sont déjà codifiées, on sait exactement quel est l'animal qui doit se reproduire avec tel autre, etc. On l'envoie dans tel zoo. Enfin, c'est vraiment un truc, une machine de guerre, en fait, une machine de guerre pour pouvoir obtenir cette préservation. Donc il y a ça. Sur la question du territoire, qui est fondamentale, évidemment, puisque tout part de là, comme tu l'as dit, les animaux nomades, alors il y en a encore dans nos villes, il y a des pigeons, j'ai entendu récemment, effectivement, que sur Notre-Dame, les faucons ont été chassés, donc ils sont relogés, etc. Enfin bref, il y en a encore, bien sûr, mais la question du territoire pour ces animaux sauvages dans les parcs zoologiques, c'est fondamental. Et c'est là où on a eu pas mal d'échanges avec les scientifiques, les éthologues, les soigneurs. Notamment, par exemple, il y avait des éléphants à Vincennes. Mais on sait qu'un éléphant, c'est un animal social. Donc lui, il a vraiment besoin de sa meute, sa troupe, pour pouvoir vivre, se reproduire et être bien. Donc une troupe, en général, c'est minimum 5-10 individus. Et les éthologues nous disent il faut au moins 1 hectare par animal. Donc là, c'était clair qu'avec nos 15 hectares, soit on faisait qu'un parc à éléphants, avec 15 éléphants, soit on travaillait sur ce qui était la mission quand même du muséum, qui était la biodiversité, et qui était cette notion de bien faire comprendre qu'en fait, notre condition de survie sur la planète, elle est liée à cette diversité biologique des espèces et de la coopération qu'elles entretiennent entre elles. Et ça, c'est la clé du système. Et donc, du coup, l'installation de ces différents écosystèmes, ces biotopes qui sont installés un petit peu partout. Mais oui, la question de ce territoire franchissable ou pas, etc., il est fondamental. Merci. On passe peut-être au deuxième enseignement. Voilà, ça, je te montre encore quelques-unes des images que tu avais produites sur cette question. Les étudiants, oui. Alors le deuxième enseignement, et puis on va continuer un petit peu justement sur ce développement, sur la question. Moi, je continue un petit peu sur le parc zoologique parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais vous me dites si c'est trop. Mais on passera à d'autres projets tout à l'heure. Mais je crois qu'on va parler de la question de la porosité. Et effectivement la question du territoire partagé. Donc là, ça rejoint aussi un petit peu la question de Mathieu. Et on va en parler avec Niels, qui justement aussi se pose des questions et en tout cas s'interroge et essaye de trouver des réponses, surtout parce que c'est un peu à ça qu'on est formé, c'est se poser les bonnes questions. Déjà ça fait partie, je dirais, 50% de notre travail, et 50% c'est de trouver des réponses adéquates. Donc sur la porosité du territoire, et là ça rejoint un petit peu, je voulais vous montrer cette image un peu vue vraiment rapprochée du territoire et de la façon dont le
dessin finalement du parc zoologique a été produite et qui est très même confondante. Quand on la voit vue du haut, c'est quelque chose, je sais qu'on a eu des discussions, notamment quand j'ai dû présenter le projet à plusieurs reprises aux instances, aux administratives, notamment au préfet, à la préfecture et d'Île-de-France, puisque c'était un projet extrêmement suivi, le ministère de l'écologie, etc. Et à l'époque, c'était Paul Chemetov qui était leur conseiller. Et Paul Chemetov me dit on ne comprend rien à ce projet, c'est extrêmement brutal. Alors je me suis dit venant de la bouche de Paul Chemetov, c'est plutôt une consécration. Mais c'est clair que c'est un projet qui traite de cette question du vivant et qu'il traite aussi de comment on le ressent et comment on le vit depuis l'intérieur. Et donc qui n'a rien d'un dessin, je dirais, architectural ou même d'un dessin d'un parc classique ou de bâtiments classiques, où là on s'est vraiment affranchi de ces outils, on va dire, de la géométrie euclidienne, etc., pour partir littéralement dans l'expérimentation, la spatialisation, trouver justement vraiment les 5-6 dimensions qui intègrent la temporalité, qui intègrent les sensations, les perceptions vues du sol, aussi bien des animaux, la façon dont eux perçoivent leur enclos, leur environnement vu du sol. Et c'est là où on s'est aperçu que travailler sur ces infractuosités, travailler sur ces systèmes de coulisses, travailler sur du relief, la topographie, ça permettait de mettre à distance, ça permettait presque de démultiplier le paysage, démultiplier les supports sur lesquels les animaux allaient pouvoir intervenir. Et pas seulement les animaux, mais aussi le public, aussi les visiteurs, aussi l'espèce humaine, qui, elle, dans toute cette installation, tout comme dans l'architecture, on l'a vu tout à l'heure, les volières, c'est aussi bien pour les oiseaux que pour les humains. La volière de l'entrée, c'est une volière pour humains. Et après, on a la grande volière pour les grands oiseaux et les espèces à protéger. Mais ici, les cheminements, vous le voyez, les tracés, c'est la même chose. On a les mêmes matériaux, les mêmes langages architectural pour l'ensemble du parc humain, expérience humaine et expérience animalière. Donc cette question de la porosité et de ce territoire partagé, il relève de ce travail-là. Il relève aussi d'un travail alors encore plus en profondeur, qui est vraiment ce travail de comment on peut traverser les espaces. J'ai dit tout à l'heure les démultiplier, donc on les superpose, il y a des passerelles qui passent à certains niveaux, il y a des systèmes de gates, d'ouverture-fermeture, il y a des systèmes très intéressants aussi, par exemple les rhinocéros, on a un enclos dans lequel on a des rhinocéros, des zèbres, des calaos qui sont là en même temps, mais les rhinocéros, il faut savoir que c'est quand même une charge de 4 tonnes à 40 km/h, c'est quelque chose d'assez puissant. Donc il faut trouver une façon de protéger les autres espèces, et la seule façon, c'est effectivement de travailler de nouveau sur des filtres, donc toute une série de troncs et d'éléments qui permettent à certains animaux de traverser, mais à d'autres de rester en amont. Voilà, donc il y a vraiment tout un jeu, et là je vous en ai donné quelques exemples, mais tout un jeu qui permet justement de travailler sur cette dualité d'un espace qui n'est pas donné en tant que tel, qui n'est pas figé, mais au contraire qui peut jouer dans plusieurs dimensions. Ici vous voyez les visions subaquatiques qui sont celles des bassins pour les otaries. On a bien sûr tout le paysage et le vécu de l'eau. Alors ça, c'est des animaux qui vivent dans l'eau et au-dessus de l'eau. Et donc, vraiment, on peut développer ce langage et ce travail sur leur spatialité à l'intérieur de l'eau et à l'extérieur du bassin. Voilà notre ami otari qui joue dans son bassin, les manchots aussi. Et donc voilà, donc de développer justement cette possibilité de partager le paysage des animaux et des visiteurs ensemble. Je vous passe rapidement un petit peu ces vues. Là, vous voyez bien la différenciation entre les zones pour les petits, pour les girafes. Le mâle, malheureusement, on ne peut pas souvent le mettre en présence des girafes, sinon il y a déjà beaucoup de naissances à Paris, aux zoos. D'ailleurs, pendant le chantier, on a eu 5 petits qui sont nés. Et alors là, on se disait tous, oh là là, il ne faut pas faire de bruit, attention, il y avait des étiquettes sur les trucs et tout ça. En fait, les girafes, pas du tout, elles n'étaient pas du tout effrayées. Au contraire, quand elles voyaient passer les grandes grues qui passaient autour de leur enclos, parce qu'on avait fait vraiment
vraiment le village du Gaulois. On avait fait des palissades et tout ça. Puis il y avait des grues qui passaient autour de leur enclos. Et là, elle regardait les grues en se disant, ouais, il y a quand même des animaux plus gros que nous autour de nous. Donc c'était quand même assez spécial. Et voilà. Et là, vous voyez bien ce travail sur les différentes phases, les différentes coulisses, les protections. Il y a vraiment tout un registre, je dirais, paysager, technique pour l'installation des différents parcours, de la protection des animaux. On s'aperçoit qu'il faut vraiment les protéger parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont surtout liés à l'imprudence humaine. Vous voyez tous les jours sur vos réseaux un enfant de 2 ans qui tombe dans l'enclos des gorilles. Bon ben voilà, c'est malheureux, mais ça arrive effectivement. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de la porosité, et puis je voulais vous montrer aussi quelques images d'un autre, alors d'une façon de reprendre ce sujet-là, mais dans un autre cadre. Là, c'était le cadre de workshop que j'effectuais j'en ai fait plusieurs, mais là, c'était dans le cadre du festival pour le monde. Et l'idée, c'était justement de confronter les participants de ce workshop à ce changement de point de vue, c'est-à-dire de la ville urbaine telle qu'on la connaît, avec tous ses monuments, avec son capharnaüm, les taxis, les voitures, etc. Et tout d'un coup, vous introduisez un animal, et qu'est-ce qui se passe, quel est l'univers, et quel est l'intention et la vision qui peut se dégager justement de ce genre de choses. Et ça m'intéressait aussi d'avoir dans cette interaction, de ce dialogue, parce que je pense qu'il est absolument nécessaire de faire changer le point de vue qu'on a tous sans doute, parce qu'on vit dans nos villes avec les moyens qui nous sont donnés, les moyens de communication, les moyens de transport, etc. Et de voir comment justement on peut aussi avoir cet échange en interaction avec les usagers. Voilà, mais Niels, maintenant je vais te laisser la parole parce que toi aussi tu as plein de questions et peut-être des solutions à nous soumettre. Merci beaucoup. Bon, petit changement de décor d'un coup. Donc du coup, moi je m'appelle Niels, donc je finis mon mémoire avec Monsieur Mercurelli, et donc moi mon sujet de travail c'est les infrastructures énergétiques. Donc c'est vrai que ça peut poser question par rapport à la thématique de ce soir, parce que c'est souvent un sujet qu'on oppose énormément aux vivants. Donc moi, cette histoire de porosité du territoire qu'on partage avec les vivants, ça m'a inspiré deux échelles, deux éléments. Donc à savoir l'architecture, qui est le premier filtre qu'on utilise pour communiquer, pour partager ce territoire avec les vivants, et le territoire en lui-même. Donc là, peut-être si on peut revenir sur l'image précédente. Et finalement, aujourd'hui, pour moi, ce que j'ai découvert avec le mémoire, c'est que le premier filtre entre nous et le vivant, c'est l'architecture et les infrastructures. Et donc, il convient de trouver un langage pour communiquer entre les deux. Vous parliez du Jardin d'Éden. L'architecture, finalement, c'est un peu ça. C'est depuis qu'on a quitté le Jardin d'Éden, c'est cette nouvelle barrière entre nous et la nature dont on doit se défendre quelque part. Et donc, pour moi, la première image que je souhaitais vous présenter, c'est un incinérateur de déchets en région parisienne. Et donc, on voit, c'est assez particulier. C'est ce qu'on appelle du greenwashing, puisqu'en fait, on essaie de trouver de donner une image ce qui n'a rien à voir avec le vivant, on essaie de lui donner une image qu'on a du vivant, une image presque publicitaire, pour le recouvrir, pour dire aux gens, regardez, l'incinération des déchets, c'est pas dangereux, ce qu'on fait dans ces usines, ça l'est pas, mais en fait, les déchets qui sortent de là-dedans, qu'on incinère et ensuite dont on récupère les déchets d'incinération, ils viennent polluer les milieux vivants, et donc finalement, on voit qu'il y a quelque part un mensonge. Alors, du coup, il y a la question de cette limite qui se pose. Moi, la question que je souhaitais aborder avec vous, c'est, vous voyez, ici, avec des amis, on a essayé cette année de trouver une réponse pour qualifier cette limite architecturale. On a essayé de proposer, d'engager un débat sur ce sujet. Donc, en fait, c'était un projet là totalement différent dans une réserve naturelle, pour faire une école. Et on a essayé de se demander comment, vous parliez de filtres et de double enveloppe pour les architectures que vous avez produites. On essaie de se poser la question de comment interagir avec le vivant, comment créer une nouvelle limite. On peut le voir sur l'image suivante. Une limite qui des fois est plus épaisse, des fois qui est très fine, comme une vitre. Et donc comment la qualifier? Donc moi la question que je souhaitais vous poser ce soir, c'est comment en tant que praticienne vous gérez cette limite? Parce qu'ici on le voit, c'est un projet théorique. Il aurait besoin d'être confronté à la réalité. Et finalement, comment vous le gérez? Moi, je regardais un peu vos projets et je me suis vraiment posé la question de comment on fait dans la réalité pour trouver cette surface de contact. Mais
Mais c'est une très très bonne question, et c'est la question, à mon avis, c'est vraiment la question fondatrice de l'architecture. C'est effectivement cette, comme le résumé Siriani, c'est la paroi, le mur. C'est cette limite qu'on instaure, qu'on met en place, qu'on met en œuvre. Mais je pense que, en tout cas dans ma réflexion et dans toute l'épopée de ce travail sur le zoo, c'est de se dire qu'en fait, la limite, il faut véritablement la voir comme quelque chose de non... alors, bon, je vais essayer d'utiliser des termes qui soient justes, c'est-à-dire non figés, ça c'est une chose, mais aussi évolutive, qui puisse justement travailler sur une dilatation, qui puisse se transformer. Et j'étais intéressée quand je travaillais sur le zoo, sur cette notion mathématique de la topologie. Et ça, c'est une notion vraiment intéressante qui veut qu'effectivement, en fait, c'est les conditions de voisinage que en fait, les seuils sont finalement définis par les conditions de voisinage. C'est-à-dire qu'ils sont amenés à bouger et à changer en fonction de la position du voisinage. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et on le retrouve d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du cheval, mais chez les oiseaux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, leur espace vital et la façon dont ils prennent en charge l'environnement, à travers leurs cris, à travers leur vol, etc. Il y a plusieurs exemples et plusieurs scientifiques qui en ont déduit ça. C'est qu'effectivement, ils établissent des conditions de voisinage et qui sont sans cesse en train de bouger en fonction de leur période. Est-ce qu'ils sont en train d'avoir des petits, de les couver, etc., de les nourrir, ou est-ce qu'ils sont en migration, etc. Et ça, je trouve que c'est une histoire qui est intéressante, qui est difficile à mettre en place dans l'architecture, parce qu'on le sait bien, l'architecture, on arrive à de la matière figée, voilà, des murs, des parois, des fenêtres, des sols. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est difficile, mais je pense que là encore, c'est peut-être aussi à nous d'imaginer que notre travail, évidemment, ne s'arrête pas au seuil de la porte, il est forcément dans l'interrelation. Donc c'est vraiment, il faut partir de cette interrelation. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Avec qui je vais parler? Quel est mon voisin? Comment j'ai envie d'entretenir une relation avec lui ou pas, etc. C'est vrai dans l'habitat, c'est vrai dans la ville, c'est vrai dans beaucoup de choses. Et je pense que, en tout cas, beaucoup de solutions peuvent exister à partir de là. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être juste après pour la partie territoire, oui. Dernière image. Ah bah oui, c'est la conclusion du mémoire. Donc là, c'est un croquis très rapide, mais qui montre en fait que toutes ces usines, donc en particulier l'incinérateur que je montrais précédemment, sont reliés à un réseau. Donc ces réseaux, ils vont pomper leurs ressources, les ressources qui servent à les faire fonctionner, vont aller les pomper dans l'espace des vivants. Et finalement, la partie prospective de mon mémoire, la conclusion, c'est comment essayer de retrouver une relation, non destructrice, parce qu'aujourd'hui, pétrole, énergie fossile, tout ça, c'est une relation de destruction vis-à-vis des écosystèmes. Comment on pourrait repartager le territoire avec les vivants, tout simplement? Est-ce que c'est une relation de zonage, chacun dans son coin, et puis on laisse des réserves naturelles pour laisser les animaux vivre? Ou est-ce qu'il est peut-être possible d'envisager quelque chose de plus coopératif, une relation plus durable avec le vivant, tout simplement Comment partager le territoire? Je crois que ton terme, il est tout à fait juste, et c'est là-dessus justement que moi, le concept de biodiversité que j'avais pas intégré aussi non plus pendant une certaine période. D'ailleurs, c'est un concept assez récent puisqu'il date des années 80, mais effectivement, il vient tout à fait contredire cette notion que, par ailleurs, nous, on a mis peut-être en place et on a mis en scène dans certaines approches urbaines et autres, qui sont vraiment ce que tu disais, le zonage, les ZAC. Voilà, le monofonctionnel qui justement ne fonctionne pas dans cette cohabitation, enrichissement de cette interaction entre les différents acteurs. Et ça, je crois que c'est la clé aussi de cette vie qui peut émerger à travers ça. Merci. Alors, on va continuer notre petite balade. On va continuer la balade, et là donc Elia va nous rejoindre tout à l'heure. Donc moi je vais vous parler de ce dont c'est bien, on s'enchaîne très très bien, vous êtes parfaits. On va parler de l'indispensable interaction justement entre les espaces, entre les milieux et entre les acteurs d'un projet. Donc là, je vais vous montrer rapidement donc un projet qui est en cours d'étude en ce moment, qui est un projet, justement, c'est un institut de la biodiversité insulaire à Saint-Martin.
Saint-Martin, dans les Caraïbes. Là, on est vraiment dans les eaux turquoises des Caraïbes. Mais alors, les eaux turquoises sont très, très trompeuses parce que, malheureusement, j'avais gagné ce projet avant 2017. Et en 2017, Irma est passé avec, effectivement, un effet ouragan terrifiant, puisque tous les espaces ont été véritablement mis à sac et terriblement abîmés. Et aujourd'hui, l'île est en train de se revitaliser. D'ailleurs, on voit que la nature avance très très vite. Peut-être les humains, les infrastructures humaines et autres sont un peu plus lentes. Mais en tout cas, effectivement, c'est un projet qui vient s'ancrer sur un littoral. Alors, on va parler justement avec Elia, je crois, de cette notion d'ancrage sur le littoral. Donc là, on est sur un littoral qui est séduisant, attractif, intéressant surtout parce que ce projet est un institut et c'est une base scientifique. Donc c'est vraiment la plus grande partie de ce travail, de cet ensemble est dédiée à des scientifiques, des chercheurs et des gens qui viennent travailler notamment sur la remise en état des coraux. Il y a tout un système mis en place dans la mer pour justement revitaliser les coraux. Et donc le projet que j'ai proposé à cette époque, qui était véritablement cet ancrage très ponctuel en surplomb d'une zone, alors qui sont les zones sensibles, donc les zones humides, qui sont vraiment en aval de la partie des mornes, donc les collines qui forment cette partie de l'île et qui récupèrent toutes les eaux douces. Et vous le voyez, donc, qui viennent aussi à la jonction avec les eaux salées. Donc on a cette notion d'étang saumâtre avec de l'eau justement qui est absolument la zone nécessaire pour tout ce qui est nidification, nichoir, que ce soit les poissons ou autres oiseaux qui viennent s'installer là pour toute la reproduction. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est la nurserie de la biodiversité, avec tout un système végétal de palétuviers aussi très important. Et donc l'installation de cet institut, pour reprendre notre discussion sur l'interaction et sur la porosité aussi, vient vraiment se poser avec des pilotis, un système de pilotis au-dessus de ce système aquatique pour prendre son ancrage à l'intérieur de ce dispositif, se poser et venir se croiser justement entre les parties, je dirais, dures et les parties fluides qui forment l'ensemble de ce milieu. Alors ici, je vous montre une image vue du sol. Donc là, on est un petit peu plus haut. On voit effectivement en premier plan toute la partie aquatique avec la mangrove, et puis le bâtiment qui est un peu sur ses pilotis avec un système de passerelles. Et les passerelles, justement, font partie de cette interaction. C'est-à-dire que c'est un bâtiment dans lequel on n'entre pas par une porte d'entrée avec marqué Entrée Institut. On rentre par ce système de passerelles très très légères qui viennent traverser l'ensemble de la mangrove, et on arrive sur ce plateau qui est une espèce de plateau en bois dans toutes les parties publiques de l'Institut, où on retrouve une zone de médiation, des expositions scientifiques, il y a aussi un petit restaurant, mais vraiment dédié à cette notion de la médiation. Au-dessus, donc toute la partie qui est un peu une espèce de coquille, j'avais cherché à trouver vraiment la notion d'ailleurs un bâtiment résistant, résilient, parce que là on a à faire face les derniers relevés qui nous avaient été donnés météorologiques sur l'ouragan, c'était quand même des vents à 300-350 km/h. Donc trouver une architecture, évidemment, on est toujours tenté d'avoir une architecture légère, douce et non invasive dans le territoire. Mais là, le sujet, c'est l'inverse, c'est offrir la protection aussi bien aux personnes qui y sont que même en faire une base, je dirais, en cas justement d'ouragan, où on s'est très vite aperçu sur place que il y avait beaucoup d'habitations qui avaient été dévastées, et donc il fallait pouvoir accueillir et trouver un pôle de secours qui est basé dans cet institut. Et puis, troisième élément, en partie superstructure, ce qui s'appelle, là cette fois-ci, des éléments de type qui sont construits en bambou et qui sont des birdwatching, donc c'est des lieux d'observatoire, c'est des plateformes d'observatoire pour les scientifiques et les visiteurs, de façon à pouvoir venir se mettre vraiment en phase d'observation, un peu comme ici, sur la mangrove et sur l'étang, et de façon à pouvoir suivre justement jour après jour l'évolution de ce qui se passe dans la nurserie qui est à leurs pieds. Et vous voyez au loin justement le système des passerelles qui donne accès, qui forme finalement l'entrée du bâtiment.
Donc là, on est vraiment dans cette interaction absolument essentielle entre un territoire, un milieu qu'il faut surtout préserver et le moins impacté possible, d'où les pilotis qui viennent véritablement laisser le travail de l'eau, donc cette eau qui va descendre des collines et qui va venir justement nourrir l'étang, et puis le travail justement de circuits, de cheminement et d'espaces protégés pour les usagers. Là, par exemple, c'est une image, mais on avait fait un petit film qui avait été montré justement au ministère de l'écologie pour montrer quand on a effectivement un phénomène de submersion. À un moment donné, l'eau monte relativement haut, peut monter à plus d'1,50 m, voire 3 mètres. Le rez-de-chaussée, d'ailleurs, est complètement submersible. Les espaces sont conçus et sont créés pour justement pouvoir être submergés le jour où vraiment on se retrouve de nouveau avec un phénomène cyclonique aussi important que celui-là. On ne le souhaite pas, mais on sait qu'aujourd'hui, ces phénomènes s'accentuent de plus en plus. Et donc, en période de tempête, c'est véritablement un autre paysage que celui qu'on a vu tout à l'heure et qui, justement, permet de venir accueillir la biodiversité et encourager, effectivement, cette présence. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple, justement, de travail sur la biodiversité, sur la question du littoral. Et je crois que toi, donc, Elia, tu t'es posé aussi cette question et tu travailles sur le sujet. Exactement, c'est ça. Donc moi, je travaille sur les littoraux, mais donc c'est un autre contexte. C'est dans le sud de la France, donc en Méditerranée. Et donc là, c'est un des cas d'études sur lequel je travaille, qui est VIAS. Et donc forcément, donc c'est vrai que ce qu'on observe, c'est effectivement les dynamiques de la mer, comme vous les avez évoquées, donc en ce qui concerne forcément la submersion marine. Mais ce qu'on a aussi, c'est un étalement urbain qui vient s'opposer justement à ce que j'appelle dans mon mémoire un étalement marin, avec des villes qui ont bâti bien trop près de l'eau. Et donc là, on a, donc ça reste tout de même des espaces qui sont même pas urbanisés en fait au sens du code de l'urbanisme, puisque c'est des cabanes et des campings, mais qui tout de même ont de grandes activités économiques chaque été. Et aujourd'hui, les campings ont réalisé en fait des enrochements au droit de leurs parcelles et se retrouvent aujourd'hui comme en porte-à-faux en fait sur la mer. Et donc ça pose forcément des questions justement d'adaptabilité du bâti. Puisque forcément ce qu'on constate, c'est que effectivement la mer a toujours eu des aléas, les submersions marines, même l'érosion, c'est un phénomène ancien. Et donc on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, l'humain se rapproche de la mer, et c'est là que le risque émerge. Le risque émerge seulement parce qu'on bâtit près de l'eau, mais en réalité la mer a ses aléas, et donc c'est ça qui est important aussi de relever, c'est que l'humain choisit de s'approcher de ce risque. Mais en réalité, le littoral, c'est un espace qui est entre terre et mer, et même parsemé de milieux humides, comme vous l'avez évoqué dans votre projet. Et donc forcément, moi, ce que je me demande, c'est aujourd'hui, les communes littorales font face à ces enjeux d'adaptabilité. Et il y a cette question forcément de relocalisation des biens et des activités, mais sur des périodes plus courtes, on peut aussi se poser la question d'adapter le bâti. Et donc voilà, je me demandais, c'est vrai que pour le moment il y a très peu de projets qui ont été réalisés justement d'adaptabilité du bâti, et donc le vôtre en serait peut-être un exemple. Donc je me demandais si ça pouvait potentiellement se transposer pour les communes, parce que bon, c'est vrai que là le bâti est déjà existant, donc comment on fait pour recomposer avec du bâti qui est existant? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Je crois que tu l'as très bien dit. En fait, je veux dire, l'idée, c'est surtout de pouvoir prendre en compte le mouvement de la mer, évidemment, mais aussi de l'érosion, du vent, de tous ces mouvements marins qui sont importants et aujourd'hui qui, on voit, être complètement destructeurs. D'ailleurs, on voit bien là les enrochements qui sont pas du tout naturels, qui viennent border la mer. On voit bien qu'effectivement, ils servent à pouvoir contenir un petit bout de plage, etc. Donc, je pense que chercher à lutter contre la nature, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. On y arrive parfois. Il faut effectivement parfois contenir les forces, mais
un peu comme au judo, jouer avec les forces justement qui nous sont proposées, c'est sans doute souvent plus porteur de solutions et de possibilités de faire des choses qui perdurent. Après, sur le littoral, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, la loi de littoral qu'on a en France, et d'ailleurs qui est vraiment une loi qui permet de préserver pas mal de nos côtes, notamment en Bretagne, etc., ce qui n'est pas le cas dans le sud, c'est quand même une loi qui est vraiment intéressante et sur laquelle je crois qu'il faut réfléchir à la position justement des infrastructures humaines. Je veux dire, peut-être chercher à se rapprocher de la mer, mais de le faire de manière non invasive et non impactante. Peut-être garder nos distances face à certains événements, certains lieux et certains lieux de préservation. Justement, je me demandais, parce que c'est vrai que votre projet se rapproche à quelques mètres de la mer, est-ce que, parce que en tout cas, vous avez une prise en compte du déjà là, des submersions marines, mais est-ce que vous prenez en compte ce qui est émergent, le presque là, on pourrait l'appeler comme ça, c'est-à-dire la montée des eaux, et peut-être que dans... Voilà, oui, on a effectivement fait les simulations. Années, voilà, c'est ça. On a fait les simulations justement suite d'ailleurs après l'ouragan Irma. On m'a confié effectivement un diagnostic qui s'appelait post-Irma, et donc de façon à pouvoir justement faire ces simulations et essayer de voir tous les risques encourus et comment on répondait à ces risques. Donc vraiment là de nouveau essayer de lister et de trouver les solutions. On est loin quand même du littoral véritablement, puisqu'on est derrière l'étang et on est presque à 400 mètres de la mer. Donc non, on n'est pas du tout en front de mer. Voilà, alors je continue peut-être sur les images que tu nous as proposées aussi pour étayer un petit peu. Là, c'était un rapide schéma pour montrer les deux pressions. Et bon, celui-là est mal sorti, normalement il est sur du blanc, mais donc on voit les deux études, parmi les études de cas, deux d'entre elles, dont une justement où on a effectivement des pilotis, ce qui permet de s'adapter au risque. Tout à et fait, au contraire, c'est une bonne réponse. Il y a des sites lacustres comme ça qui sont fantastiques, notamment en Birmanie, où on a des vallées entières. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'en période de crue, donc elles sont immergées, donc les gens accèdent. D'ailleurs, les écoliers, par exemple, vont à l'école en bateau. Et puis en période justement de décrue, là, cette fois-ci, ils marchent et on voit les pilotis émerger et ils doivent monter à l'échelle pour aller à l'école. Donc oui, il y a des solutions de ce type-là, mais qui prennent en compte justement le phénomène naturel. Et peut-être une dernière question aussi. J'ai pu lire aussi que vous parliez d'écotourisme, donc je me demandais, parce que c'est vrai que c'est aussi la question de comment aujourd'hui, face à ces deux pressions, continuer de garder cette activité touristique. Donc j'imagine qu'aux Caraïbes, peut-être qu'il y a moins ce phénomène de l'étalement urbain qui permet de tout de même avoir un tourisme raisonné. Mais est-ce que c'est des réflexions qui peuvent également être transposées Non, c'est une bonne question. Oui, les Caraïbes, évidemment, c'est une zone touristique énorme. Et d'ailleurs, je dois dire que leurs ressources viennent principalement de là. Et alors, le tourisme, là, vient beaucoup avec ces fameux bateaux. Alors là, on est carrément dans le schéma, je dirais... qui n'est pas véritablement enviable. Mais oui, il y a ce phénomène d'avoir des fois un bateau avec 2000 personnes, comme on a pu aussi voir ces images très très choquantes à Venise, où vous avez ces paquebots gigantesques qui arrivent et qui viennent frotter la lagune pour pouvoir déverser 2000 personnes qui restent 3 heures et qui repartent. Donc oui, c'est clair qu'on est toujours un peu dans ce phénomène de tourisme de masse, mais je pense qu'on est en train de passer à une autre époque, parce que je crois qu'on voit bien aujourd'hui qu'on n'est plus dans ces registres-là. Alors je ne sais pas combien de temps il va falloir pour changer d'époque, mais en tout cas je pense qu'on est dans quelque chose qui est effectivement un peu plus raisonné maintenant. En tout cas je l'espère. Alors pour avancer un petit peu, on va continuer donc sur les enseignements et notamment les projets qui m'ont amené justement à avoir ces réflexions sur l'architecture du vivant. Et là, on change carrément d'échelle et on change carrément de pays. On part en Chine, on est sur les bordures des montagnes, des fameuses montagnes du Yanshan, vous savez, donc qui bordent vraiment le nord de la Chine. On est à 70 km de Pékin. Et donc suite au projet du parc zoologique, j'ai eu la chance d'avoir, d'ailleurs c'était un ami architecte qui avait fait l'école de Belleville, qui travaillait là-bas, et m'a dit j'ai un client qui s'intéresse à ça, fais-lui visiter le zoo. Et de fil en aiguille, il m'a dit viens en Chine, on a un projet de zoo, et cette fois-ci on était pas de zoo, je vais vous expliquer un peu plus le projet, mais cette fois-ci on est sur un territoire qui fait 500 hectares.
Alors bon, donc ça c'est vraiment le changement d'échelle chinois, et donc le travail qui était proposé, c'était ce gouverneur a toute une zone de ces montagnes qui ont été utilisées pour en faire des carrières, et donc extraire la pierre, extraire le sable, etc., pour les constructions extrêmement intensives qui ont eu lieu en Chine. Mais maintenant le problème, et c'est eux qui l'ont vu eux-mêmes, c'est que tout ça, cette somme de matière qui a été retirée des montagnes avait un effet secondaire qui est tout ce sable qui finalement est généré, et il y a des grandes tempêtes de sable dans les environs de Pékin, et pratiquement il y a des journées où vous avez Pékin qui est plongé sous une... On dit c'est la pollution, mais en réalité c'est pas vraiment de la pollution, c'est plutôt ces phénomènes de sable, de vent de sable qui justement viennent de tous ces secteurs géographiques qui ont été mis à nu pour l'exploitation humaine. Donc on se retrouve avec un territoire qui est à peu près de ces 500 hectares, et sur lequel ils nous ont demandé quelles sont votre approche, comment est-ce qu'on pourrait travailler sur une renaturation de ces espaces à travers justement un programme de biodiversité et un système de programme très très mixte qui permettrait de régénérer les espaces qu'on a détruits. Donc là j'aime bien ces photos parce qu'on voit qu'en très peu de temps, 2009 à 2018, vous le voyez, il y a une évolution énorme sur la façon dont le territoire a été grignoté. Alors vu du sol, ça donne à peu près ça aujourd'hui sur une des parties un des sites justement où donc il y a un travail maintenant même de confortement, de terrassement et de confortement des plateaux pour pouvoir les rendre accessibles et non dangereux. Mais l'échelle effectivement du terrain est quelque chose d'absolument phénoménal. Je dois dire que quand je suis arrivée sur place, d'ailleurs vous voyez le nombre de grues, vous voyez le nombre de camions qui travaillent sur ce terrain, c'est quelque chose qui, effectivement, on avait toujours tendance, moi je connaissais bien les États-Unis, je me disais, bon, vraiment changement d'échelle aux États-Unis, quand vous allez à New York c'est 2 fois plus grand et tout est 2 fois plus qu'en France et qu'en Europe. Vous allez en Chine, là on est à 6 fois plus, et c'est absolument exponentielle, et franchement ce changement d'échelle il a vraiment quelque chose à voir justement avec la façon dont on peut interagir avec ces espaces. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est cette approche systémique, c'est à partir du moment où on a ces espaces qui ont été vraiment mis à nu et autres, comment est-ce qu'on revient sur ce territoire et qu'on propose suffisamment, et alors là aussi les Chinois je dirais qu'ils ont cette capacité à prendre des décisions et à fabriquer des projets de manière extrêmement rapide, et une fois qu'ils sont convaincus d'un système, ils l'appliquent sans se poser vraiment de questions. Par exemple à Pékin, quand ils ont décidé d'interdire les voitures thermiques, c'est pratiquement du jour au lendemain, plus personne n'achète une voiture thermique, c'est décidé et on le fait. Ça a des vertus, ça a des inconvénients aussi, comme on le sait sur d'autres sujets. Toujours est-il qu'on a commencé à travailler sur cette question de la renaturation, l'installation de différents types de programmes, comment justement réparer finalement, parce qu'il s'agissait véritablement de réparer ce territoire. Et tout le travail qu'on a essayé de mener et essayer de leur faire comprendre, ça a été vraiment de se dire, repartons de nos fondamentaux, qui sont vraiment cette question de la biodiversité et des écosystèmes qu'on a pu expérimenter au Parc zoologique de Paris. Et là, le sujet réel était déjà de toute la partie hydraulique. Donc comment on ramène l'hydrologie sur le territoire, donc avec un travail sur les topographies, l'hydrologie, et à partir de ce travail sur l'hydrologie, bon, évidemment il y a l'eau qui tombe du ciel, mais il y avait aussi des forages et des retenues d'eau qu'on pouvait créer, de façon à réencourager justement cette renaturation, et puis après l'installation de macro-espaces, d'écosystèmes qui par justement ce phénomène de biodiversité, de végétaux, d'animaux, d'espaces publics et d'espaces qui sont justement laissés plus en jachère et autres, permettaient justement de régénérer l'espace. Ici, vous voyez aussi sur la vue aérienne, là aussi on a travaillé sur ces climats, parce que la Chine, là-bas,
peut avoir des climats extrêmement froids. Donc il s'agissait de ramener certains climats, de retrouver justement une certaine des bulles climatiques qui permettaient d'intégrer certains animaux, de pouvoir les garder en intérieur en hiver et de pouvoir les faire ressortir en été. Donc il y a tout un travail justement sur ces grandes, celles que vous avez vues de la grande serre tropicale de Paris, donc d'essayer de retravailler sur des espaces, mais cette fois-ci, là où à Paris on a une serre qui fait à peu près, elle fait 6000 mètres carrés, ici les espaces construits qu'on leur propose pour pouvoir faire ce travail sur le climat, c'est à peu près 4 hectares par serre. Bon, ça n'avait pas l'air de les effrayer, on est dans un autre monde. Mais tout ça, justement, pour vous montrer que le principe et le travail a été véritablement d'instaurer toute la matière et la vitalité sur la question du sol, sur la question de la topographie, sur les reliefs, sur les climats, on l'a vu tout à l'heure, et l'installation petit à petit de zones de vie pour les animaux, pour les visiteurs. Il y a des écoles, il y a des zones pédagogiques, il y a des musées, il y a des balades effectivement pour les visiteurs qui viennent aussi sur place, des restaurants, etc. Donc c'est un programme, c'est un méga programme sur lequel on a travaillé. Là, on voit effectivement le travail sur la géométrie des nappes, justement, de ces espèces de nappes de verre. Alors ça, c'est aussi un travail qui était intéressant qu'on a fait à Vincennes. On a travaillé sur des verres qui sont cintrés à froid, de façon à justement pas travailler sur des matériaux thermochauffés, mais ils sont cintrés à froid. C'est-à-dire que juste en fonction de leur épaisseur, on arrive à faire des courbures qui nous permettent d'obtenir des géométries incurvées de ce type-là, sans avoir besoin de passer par des coups absolument phénoménaux du cintrage à chaud. Alors voilà, bon, ça c'est quelques exemples, notamment il y a des lodges qui sont installés à l'intérieur, des habitations installées à l'intérieur. C'est là où aussi on montre que voilà, on peut mener l'habitation et le logement à l'intérieur de l'espace de l'animal. Donc cette fois-ci, c'est pas comme à l'époque du zoo de 1931 où l'animal était un peu l'objet isolé sur son espace, mais là c'est l'inverse, c'est un peu l'humain qui est dans son environnement, un peu protégé et qui se retrouve, je dirais, parachuté dans l'espace de vie, le milieu de vie de l'animal. Voilà quelques vues encore de la serre tropicale asiatique là-bas, avec des passerelles et toujours ce jeu de porosité entre les espaces. Et ici, un travail aussi sur les galeries, puisque vous savez, les Chinois l'articulation des parcs fonctionne aussi sur un système de galeries. Donc là, on a réinterprété un peu ce thème de la galerie, qui est des promenades fermées ou ouvertes et qui traversent les espaces justement qui sont donnés entièrement à l'animalité. Voilà, et là je crois que je me tourne vers Léna, puisqu'on va parler justement aussi un petit peu de cette question de l'approche, mais je crois que toi aussi tu avais une approche aussi un peu historique de cette question systémique. Exactement, donc moi je m'intéresse à l'évolution et à la mutation des espaces de nature en ville, avec notamment comme objet un peu particulier le cas du gazon, qui est en fait l'objet qui relate un peu la relation que l'homme entretient en fait, avec la nature en ville, qui a été une matière qui a été prélevée dès le départ de la nature et qu'on a ensuite façonnée à notre image pour plusieurs raisons. Au départ, parce qu'on s'est rendu compte que c'était bien et nécessaire d'avoir de la nature en ville pour le loisir, pour décorer, pour mettre en avant des bâtiments. Et aujourd'hui, on voit que cette surface tend à changer d'aspect, notamment avec les démarches, par exemple, zéro phyto, ou même de la gestion raisonnée. Et donc, en fait, ce gazon qui prend une autre forme et se développe vers plus un aspect prairial. Et donc, ça questionne aussi le rapport qui change, qu'on entretient avec la nature. Et par exemple, à Strasbourg, on tend vers une autre typologie, qui est en fait la typologie du parc naturel urbain, qui reprend un peu l'idée
l'idée de la réserve naturelle, mais pour le paysage, enfin pour la ville. Et en fait, la question principale, c'est de savoir comment on peut en faire un bien commun. Et donc, il y a plusieurs questions sur comment préserver, comment protéger en fait cette nature de notre activité. Et donc, il y a différents niveaux de protection. Il y a la protection qu'on peut appeler utilitariste. Donc, c'est-à-dire que c'est une protection qui est quand même pour l'humain et qui vient essayer de combler un peu les maux qu'on a causés. Il y a aussi la protection conservationniste. Donc là, c'est plus essayer de trouver une relation d'équité et qui est du pour des deux côtés, entre la nature et l'humain. Et il y a un dernier niveau de protection qui est la protection préservationniste, qui là est d'exclure en fait l'humain de la nature pour justement créer des espaces un peu sous cloche et réservés. Et en fait, je voulais savoir comment vous gérez un peu ces interactions, ces limites entre les vivants. Oui, mais effectivement, c'est une question aussi qui est... je sais pas si marche mon micro. Donc oui, c'est une question qui est aussi une question assez sensible, je dois dire. Il ne marche pas. Oui, effectivement, oui, je disais que c'était une question qui est effectivement sensible et d'ailleurs de l'ordre aussi de l'expérimental, et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas forcément encore aujourd'hui de réponse très affermie. D'ailleurs, on voit dans la ville de Paris, je ne sais pas si vous avez enfin, en tout cas, nous, ça nous touche parce qu'à Paris, il y a un tel débat sur ce qui se passe au niveau urbain, avec certains pieds d'arbres qui sont laissés en justement nature sauvage, ceux qui sont protégés avec leurs petits cordeaux, d'autres qui sont entretenus par les gens de l'immeuble, etc. Donc, il y a beaucoup d'expériences en ce moment. D'ailleurs, il y a même un collectif qui s'est instauré, qui est Saccage Paris, et là, on en entend des vertes et des pas mûres. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça fait bouger les lignes, ça fait parler, ça fait réagir certaines personnes. Et donc, je crois qu'on est effectivement dans une phase qui est assez, pour l'instant, encore expérimentale. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est dans de l'expérimentation. Par exemple, en végétalisation, vous avez tous en tête aussi les bâtiments de le quai Branly de Jean Nouvel, sur lesquels il y a cette énorme façade que moi j'appelle façade végétale perfusée, puisque effectivement, la seule façon de pouvoir conserver ces végétaux, c'est d'avoir en fait, il y a vraiment un système de perfusion à l'arrière, et ils sont sans arrêt sous le goutte à goutte perfusés de vitamines et d'engrais, de façon à pouvoir les soutenir dans un lieu et dans le climat qui ne fonctionne pas avec la fonction de ces plantes. Donc, et par ailleurs, il y en a un autre qui est sur une autre façade dans une rue de Paris et qui fonctionne parfaitement bien avec un foisonnement végétal absolument incroyable. Donc moi je pense que sur ces questions, là encore, on aimerait bien avoir je dirais, une grille de lecture académique, évidente, avec des réponses à appliquer de manière assez pratique un petit peu partout. Mais justement, je crois que quand on s'attaque au vivant, quand on travaille sur le vivant, et là encore, c'est justement ce que j'ai appris sur le zoo, il n'y a pas de réponse donnée, il n'y a pas de réponse qui est figée. Et ça, c'est aussi peut-être notre chance et notre ouverture. Par exemple, sur certains animaux dans un parc zoologique en Allemagne, ils n'auront pas la même réponse que nous, on a pu avoir, par exemple, à Paris. Je vous donne une petite anecdote. Les girafes à Paris, elles sortent pas du tout de manière naturelle vers leur pré-parc et leur enclos. Elles ont besoin d'une sortie en chicane, un peu comme sur un circuit automobile, parce qu'elles ont besoin de sentir qu'elles sont protégées à l'approche justement d'un espace qu'elles ne connaissent pas, de façon à pouvoir prendre la mesure de ce qui va se passer devant elles avant de pouvoir sortir. Donc, et ça, c'est typiquement, on ne sait pas pourquoi, sociologiquement, c'est un groupe social qui fonctionne comme ça. Ils se sont donné des règles de précaution avant de sortir. Donc je dirais que pour le végétal, c'est aussi un peu la même chose. Je pense il y a beaucoup d'expériences qui peuvent être faites, mais je crois que l'intérêt, et l'intérêt aussi de notre métier, ça va être d'analyser en profondeur les éléments du milieu pour ne pas avoir des réponses, on va dire, systématiques et figées.
Je crois que c'est intéressant de continuer à prospecter dans ce sens-là. Alors, on va terminer sur un dernier petit chapitre que j'ai appelé effectivement, pour revenir un peu aux fondamentaux des biozones, cette notion un petit peu scientifique qui a été aussi évoquée dans le cadre du parc zoologique. Donc, comment on crée finalement ces espèces de microcosmes d'interactions vitales et essentielles qui font que le lieu va fonctionner et va être agréable, agréable, vital, et va promettre justement ce fameux bien-être à ses habitants. Et donc je me suis intéressée à cette question des biozones, mais en l'inversant, dans le mettant dans le sens inverse, qui était cette fois-ci sur la question de l'habitation, du logement, et de savoir comment justement on pouvait peut-être justement parachuter des habitants à l'intérieur d'un espace justement dit un écosystème. Alors là, il s'agit d'une forêt au Grand-Duché du Luxembourg, dans lesquelles on a de très très belles forêts, et c'est un peu des forêts primaires qui n'ont pas beaucoup été transformées, ou en tout cas touchées par l'homme. Et donc l'idée, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait peut-être intégrer malgré tout certaines formes d'habitat, de lieux dans lesquels l'humain pouvait aussi tout à fait avoir sa place, avec tout ce qui se passe dans la forêt, tous les habitants de la forêt, que ce soit la faune, la flore, etc. Et de travailler sur quelques unités d'habitation comme ça, qui viendraient se trouver un peu en belvédère, ou en tout cas intégrer de nouveau cette relation essentielle avec le végétal. Depuis l'intérieur, être vraiment dans cette communion absolue avec le milieu dans lequel on est amené à vivre. Donc ça, c'est quelques images intérieures, avec un système de terrasses, des arbres qui sont conservés et qui traversent les terrasses ou les bâtiments même. Mais je me posais vraiment cette question de savoir comment on pouvait justement chercher à inscrire la présence humaine dans des dispositifs qui sont aussi des dispositifs autorisant cette présence dans des milieux particuliers. Et alors, Émilie, donc toi de ton côté, tu t'es posé la question, je crois, justement de méga infrastructures, des entrepôts de grande dimension, mais qui viennent aussi impacter un territoire donné. Oui, exact. Alors, moi, j'ai travaillé sur les plateformes logistiques. Donc le contraste est quand même assez flagrant avec ce que vous nous avez montré juste à présent. Et donc ces plateformes logistiques, c'est ces énormes entrepôts XXL qui viennent se multiplier en zones périurbaines et qui interviennent dans le cadre, par exemple, du e-commerce. Et donc la conception va se faire beaucoup par rapport à des notions de coût, d'efficacité et d'accessibilité. Et donc ça va laisser place à des énormes objets qui sont assez imperméables avec le contexte finalement, et aussi avec l'extérieur. Et donc l'une des questions que je me suis beaucoup posée, c'est est-ce que finalement on ne pourrait pas trouver des solutions pour atténuer cet impact sur le milieu et donc sur le contexte environnemental par exemple. Et donc vous aviez... par rapport à votre projet, quand même, montrer une place du vivant qui est centrale et qui pose par elle-même quand même des contraintes, qui va être par exemple de ne pas imperméabiliser le sol et donc de surélever. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que ces contraintes liées au vivant peuvent être compatibles avec d'autres bâtiments, donc d'autres programmes qui ont eux-mêmes leurs contraintes? Oui, alors là, c'est vraiment une question difficile, parce qu'on rentre effectivement dans ces machines, des machines de guerre aussi commerciales, qui sont, celle-là, elle est importante. On connaît tous aujourd'hui les entrepôts d'Amazon et compagnie. Évidemment, ça se développe dans le territoire de plus en plus. Aujourd'hui, il est aussi question de cette réindustrialisation en France, donc des équipements qui vont venir impacter les sols, souvent des sols agricoles qui sont prélevés pour ces équipements.
Donc là, effectivement, on est dans ce conflit d'objectifs qui est d'un côté la production dont on a besoin et de l'autre côté la préservation qui est nécessaire aussi. Je pense que malgré tout, le modèle que tu as choisi comme très bon, j'appelle ça un contre-exemple, où on voit que tu as des parkings complètement, je dirais, macadamisés sur le sol, donc pas d'imperméabilisation, des toitures complètement sèches, etc. Mais c'est le modèle, je dirais, le plus courant, puisque c'est le modèle le moins cher. Quand on regarde justement, on se faisait le constat de cette pauvreté finalement des espaces périurbains qu'on a tous subis et qu'effectivement, je pense, les années 70 à aujourd'hui ont complètement généré, enfin ce qu'on appelle, ce que certains ont appelé la ville générique, mais qu'on retrouve dans tous nos systèmes périurbains. C'est des espaces qui coûtent 300 € le mètre carré. Donc là, on est véritablement dans le cœur de la question économique, capitaliste aussi, de savoir qu'est-ce qu'on privilégie, l'économie ou le bien-être vivant, etc. Et donc, je crois que là-dessus, même si on a des équipements de ce type-là et qu'on peut être amené à travailler sur ces échelles-là, on peut trouver des réponses aussi complètement différentes. Moi, j'ai en tête justement des usines de fabrication qui sont les usines Yves Rocher, d'ailleurs, en Bretagne, qui sont aussi des très très grands espaces de travail, etc. Mais un travail très important, bon, c'est leur sujet aussi de travailler sur la flore et les bénéfices de cette flore. Mais ils ont réussi à trouver quand même des intégrations et une façon de travailler sur des espaces qui ne les rendent pas aussi techniques et pragmatiques que cela. Mais je crois que la réponse, elle est souvent économique à ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a épuisé, mais ça, c'est des questions, je ne pense pas qu'il y ait de réponse globale à ces questions, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un très très gros travail à faire sur ces zones périurbaines et reconquérir les espaces commerciaux qui se sont développés comme ça de manière titanesque autour de nos villes, et en créant justement une non-ville, puisque tous ces espaces-là, vous ne pouvez pas circuler à pied, vous n'avez pas envie d'y faire des promenades, il faut évidemment une voiture pour pouvoir s'y déplacer, etc., etc. Donc oui, il y a un travail, je crois que pour votre génération d'ailleurs, à la sortie de vos études, je crois que c'est des sujets vraiment, mais même intéressants, sur lesquels il y aura sans doute des réponses à trouver. Voilà. Mais écoutez, je crois qu'on arrive à la fin un petit peu de ce parcours sur quelques projets que j'ai voulu un peu vous présenter sur ce que j'appelle effectivement cette architecture du vivant, qui est vraiment liée à cette somme des influences et des échanges permanents avec le site. Mais ce qui sera intéressant maintenant, c'est peut-être d'avoir quelques échanges avec vous qui nous avez écoutés patiemment. Et comme on avait dit que c'était une discussion vivante et ouverte, j'espère qu'il y aura des questions. Et en tout cas que ça suscite des vocations parmi vous. Alors, je ne sais pas si on passe le micro. Oui, alors une question un peu idiote, mais comment est-ce qu'on fait, enfin j'ai bien noté la demande là, qui est quand même plutôt fascinante là, sur le zoo de Vincennes, c'est le bien-être animal. Donc est-ce que quand vous avez travaillé sur ce sujet-là, vous aviez des données qui étaient données par les personnes du zoo pour savoir finalement quels sont les critères du bien-être? Parce qu'on peut se dire, voilà, une girafe, c'est grand, donc il faut évidemment lui proposer une porte pour qu'elle ne se baisse pas, etc. Mais est-ce que vous aviez des données plus précises? Par exemple, j'imagine que... alors, j'y connais absolument rien, hein, mais j'imagine que, par exemple, l'enclos ou enfin l'abri pour la girafe, est-ce que vous avez pu savoir s'il fallait une lumière douce, une lumière intense,
Quel type de... Enfin, comment est-ce que... Comment sont les critères? Oui, voilà, oui, tout à fait. Ça, c'était la grande interrogation. C'était comment se mettre effectivement à la place de la girafe, qui est d'ailleurs un des seuls animaux qui ne communique pas avec du son. Et d'ailleurs, ça, c'est encore une grande interrogation scientifique. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de trouver. Il y a un phénomène d'onde, d'ailleurs, d'un peu peut-être télépathie, mais aussi à travers le regard. Mais effectivement, comment se mettre à la place de ces animaux et savoir à quel point ils sont. Et donc, oui, ça a été très très longue. Alors, il n'y avait pas de données justement techniques, à part certaines. Si on savait le poids des animaux, par exemple, à l'entrée de l'enclos ou de la loge des rhinocéros, on savait qu'il fallait un pèse-rhinocéros, mais un pèse-rhinocéros qui permettait de peser les 4 tonnes de chaque animal à l'entrée et à la sortie de l'horloge, de façon à savoir si c'était suffisamment nourri ou pas, et de pouvoir faire un suivi médical sur chacun de ces animaux. Et donc, en fait, ça a été beaucoup. On avait dans nos équipes des zootechniciens, on avait des vétérinaires, on avait des éthologues. Et donc, non, ça a été vraiment une série d'échanges. Et c'est ça, en ça que ça a été aussi une aventure vivante. C'est qu'en fait, on s'est retrouvés dans des ateliers, ou en tout cas dans des séances de travail avec tous ces gens-là. Et donc on leur dit, bon ben voilà, les biozones, on pense qu'on va les organiser de telle sorte, etc., de façon à ce que géographiquement, climatiquement, ça soit intéressant, des perspectives. Enfin, je veux dire, là, on dresse un peu tous nos paramètres à nous, ceux qu'on connaît, qu'on peut maîtriser. Et puis après, on échange avec eux pour savoir si les animaux, dans ce contexte-là, peuvent s'intégrer bien ou mal. Et donc ça a été de très très longs échanges avec à chaque fois les expériences, le retour d'expérience des soigneurs, des vétérinaires, des éthologues, des zoologues. Et ça a été vraiment un enrichissement incroyable. Mais c'est là où je vous disais, et c'est là où c'est fascinant, c'est qu'il n'y a pas forcément, il y a quelques critères, oui, on sait certaines choses de manière assez simple, mais par exemple, les otaries ou les manchots, etc., il faut des bains intérieurs aussi, avec la salinité de l'eau, on connaît effectivement cette salinité-là, donc il y a quelques paramètres techniques qu'on peut maîtriser, mais il y a toute la part justement qui n'est pas maîtrisée, où même les soigneurs, même les vétérinaires disent on ne sait pas, on va voir. Mais le pari, c'est que ça soit bien et qu'ils se sentent bien. Alors par exemple, après, il y a des stratagèmes. Par exemple, sur les lions, pour arriver à les faire... Parce que les lions, c'est même dans la savane, quand on va dans les parcs en Afrique, en Tanzanie et autres, des fois, ils ne bougent pas beaucoup de la journée. Ils s'installent quelque part sous un arbre, un groupe de 2-3 lions, et ils passent la journée, ça peut durer 15-16 heures, ils ne vont pas bouger. Mais là, c'était pareil. Au zoo, on se disait, mais comment on peut les attirer pour faire rentrer, sortir le soir, machin, etc. Et donc, il y a des rochers qu'on a installés dans le paysage, des rochers qui sont chauffés. Et alors, donc, d'un coup, effectivement, c'est le lieu finalement, de convivialité de ces groupes de lions, parce qu'ils viennent, ils s'installent sur le rocher. Bon, voilà. Après, c'est, je dirais, presque de l'observation. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans ce domaine scientifique qui ne dit pas on connaît tout et on sait tout. On est dans l'expérimentation et l'observation. Et donc, c'est ça qui a rendu le projet assez fascinant et qui en a fait vraiment une espèce de discours. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, moi, j'y retourne régulièrement et à chaque fois, je m'enquière. Est-ce qu'il y a eu des bébés à tel endroit? Les lamantins, est-ce que ça se passe bien dans leur bassin? Voilà. Bon, moi, je pose un peu moins de questions sur les bois et les quelques insectes que j'aime pas trop, mais voilà. C'est vrai que c'était la question intéressante et cruciale. Et c'est là où on se dit, finalement, d'avoir un peu ce qu'on rêve tous en tant qu'architecte, d'avoir la carte blanche de son client en disant « dessine-moi ma maison et fais en sorte que j'y sois bien ». Finalement, c'est ça. Le zoo, ils nous ont posé cette question. Ils ont dit, voilà, on savait, alors les directeurs de zoo nous ont dit, bon, on saura que les animaux sont bien s'ils se reproduisent, si effectivement il n'y a pas certains phénomènes, tu sais, où tu les vois tourner dans leur enclos. Et là, il y a quelques animaux, effectivement, on les voit dans certains zoos, notamment là où les enclos sont trop petits, les ours tournent, etc. Évidemment, c'est pas bien. Mais là où on les voit jouer, on les voit, les babouins par exemple, on les appelait les 40 voleurs. Là vraiment c'est un espace social absolument fantastique et qui fonctionne parfaitement. La mixité sur la plaine la plaine africaine, elle fonctionne aussi. Le mélange de tous ces animaux. Alors ça c'était intéressant. Les zootechniciens nous disaient on sait qu'on peut mixer tels animaux ensemble, mais tel autre on sait qu'on ne pourra pas. Donc voilà, il fallait essayer d'inventer un petit peu ça. Mais du coup oui, c'était une aventure passionnante à ce niveau-là.
Dans tes projets, le paysage, le territoire est énorme et donc le bâtiment vient s'implanter. Mais comment vous avez travaillé avec des paysagistes justement dans les 3 premiers projets? On se demande presque si c'est le paysage qui va façonner l'architecture, enfin, le paysagiste avec lequel vous allez travailler, ou si c'est vous qui dans un premier temps allez implanter. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment une question. Et puis pour le premier projet également, le Jeu de Vincennes, en fait on parle beaucoup d'animaux, on parle de territoire, de limites, mais puis on parle pas tellement du visiteur. Donc je n'ai pas entendu parler du visiteur. Comment vous avez aussi travaillé à ce niveau-là? C'est vrai. On s'est focalisé finalement un petit peu sur voilà, ce qui était le domaine, en fait, parce que l'idée c'était d'installer comme lieu de vie le domaine de l'animal, et d'imaginer que l'homme, l'espèce humaine, était finalement cette espèce de visiteur, d'explorateur, et qui s'invitait finalement sur le territoire de l'animal. Mais donc le préalable, c'était de créer ce territoire de l'animal. Alors ta question, effectivement, sur la question du paysage, elle est fondamentale, évidemment, puisqu'on voit que c'est vraiment une tentative de mariage, et c'est pour ça que la partie de l'entrée, moi je l'avais appelée vraiment la façade symbiotique. C'est comment finalement on arrive à créer ce mariage presque absolu entre la techné architecturale et le végétal, qui ont chacun évidemment des logiques différentes. Et donc on a travaillé sur le parc zoologique avec l'atelier Jacqueline Hosty sur ce projet, qui avait elle déjà une certaine expérience. Elle avait fait la plaine à Lyon, donc un zoo qui est implanté dans le parc à Lyon à la Tête d'Or, qui est un parc plus classique. Et donc là aussi, on a eu beaucoup de discussions, parce que c'est pas évident à la base. C'est-à-dire que ce rapport entre la vision des paysagistes, qui est souvent, justement, eux, ils sont en prise directe déjà avec le végétal, le vivant, et ils ont une approche qui est déjà dans ce sens de la réflexion. Et les architectes qui sont vus un peu comme des bulldozers, des bétonneurs. Et donc il a fallu trouver aussi là le langage, le discours et les concepts qui faisaient que ce mariage était possible. Donc ça a été des longs moments d'échange, de discussion, pour que chacun retrouve un petit peu les notions qui étaient essentielles à son métier, à sa discipline, tout en sachant que l'idée, c'était qu'on raconte une histoire en commun et qu'on ne fasse pas chacun, parce que c'est un peu finalement le travers qu'on voit un peu dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de parcs. C'est que d'un côté, on a du paysage, de l'autre côté, on a un bâtiment qui est posé dessus, voilà, qui agit plus ou moins, mais cette relation entre les deux, effectivement, elle était difficile à trouver. Et ça a été aussi beaucoup d'heures de travail on a travaillé avec beaucoup de choses, des maquettes, des images, morceaux de films, etc. On a visité aussi beaucoup de choses pour arriver à se mettre dans cet axe du ressenti et de la perspective qu'on cherchait à donner aux visiteurs. Parce qu'une fois qu'on avait installé tout ce discours, évidemment, tout le parcours, le fil directeur, le film, c'est celui du visiteur qui traverse petit à petit toutes ces biozones. Alors, il y avait quelque chose dans votre présentation, ça m'a un peu gênée tout au long, et au début, j'arrivais pas trop à l'identifier. Enfin, disons, ça m'a posé une question. Pourtant, je me disais, donc on pense au bien-être des animaux, c'est positif, ça va dans le bon sens, et puis il y avait quelque chose qui continue à me gêner un peu. Et je pense que c'est le fait, on a beau penser tout ça, on continue à être celui qui pense pour tout le reste du vivant. Enfin, je sais pas comment dire, il y a quand même une relation de supériorité de l'humain sur le reste de la nature. En fait, le fait de faire un projet pour le vivant, on s'en extrait quand même parce qu'on se met dans la position de décider. Donc c'est vrai qu'il y a cette question, comment on définit le bien-être des girafes, mais en fait, c'est peut-être pas, je sais pas comment dire, c'est peut-être pas à nous de définir le bien-être des girafes. Et en même temps, j'ai pas de réponse. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a détruit déjà tellement de choses qu'il faut peut-être les réparer. Mais cette question de la renaturation, pour moi, ça pose beaucoup de questions sur le rôle qu'on a à jouer et la légitimité qu'on a à jouer ce rôle. Voilà. Oui, non, mais je comprends que c'est une question véritablement éthique qu'on puisse se poser,
et qu'on peut se poser, a fortiori, dans une école d'architecture. C'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, est-ce que ça impacte et comment ça se termine in fine derrière. Donc oui, je comprends très bien cette question. Après, tout le propos aussi de notre présence et de notre action, c'est d'apporter des réponses et essayer en tout cas de pouvoir proposer des réponses à ça. Évidemment, je veux dire, partir d'un territoire vierge, repartir à l'Éden présenté par Bruegel, tout le monde en rêve et tout le monde le fantasme, c'est évident, mais on l'a bien vu, c'est un fantasme, mais c'est une image et c'est une représentation qu'on s'en fait. Vous allez dans les savanes africaines, et je l'ai fait aussi pas mal, j'ai été me balader bien sûr dans tous ces parcs extrêmement grands, vastes et naturels. Là aussi, il y a des règles de fonctionnement, d'ailleurs c'est très très intéressant, où les animaux, chacun entre eux, chaque groupe justement fonctionne avec des règles. C'est à celui qui va à 18h, à 6h, ils vont s'abreuver dans un ordre très très précis et ça se répercute à chaque fois de la même manière. Chaque espèce, donc il y a déjà sur ces territoires-là, il y a cette façon d'intervenir. Donc après, sur ces territoires, vous mettez l'homme et aujourd'hui, je sais pas, quand je suis rentrée à l'école d'architecture, sur la planète, il devait y avoir, je sais pas, il y avait 5 milliards. Aujourd'hui, on est aux alentours de 8 milliards et ça ne fait qu'augmenter. La réalité, c'est qu'il faut la prendre en compte et que ne pas la regarder, ne pas vouloir s'y confronter, n'apportera pas la réponse de toute façon. Donc, évidemment, je pense que l'impact de l'homme, on aimerait ne pas le voir. Les architectures que je vous ai présentées pour intégrer justement les usages et les fonctionnements de nos congénères, oui, on préférerait avoir ce territoire vierge avec des animaux seulement dans la plaine, peut-être. C'est peut-être un idéal, pas tout le monde d'ailleurs le partage, hein, c'est idéal. C'est un idéal de quelques-uns. Mais en tout cas, je veux dire, si on est dans la réalité, on voit qu'il y a des questions et qu'aujourd'hui, il faut trouver des réponses. Et des réponses nouvelles. Et aujourd'hui, les réponses, elles doivent s'accélérer parce qu'on voit bien que les choses vont, je dirais, un peu de mal en pis. Et donc, il s'agit de trouver ces réponses. Et d'ailleurs, les parcs zoologiques, aujourd'hui, ont pu préserver et sauver des espèces. Il y a des choses très intéressantes sur notamment, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans les animaux qui sont préservés et maintenus et croisés, dont l'ADN est préservé, il y a des animaux qui sont réintroduits dans les espaces. Par exemple, les lamantins qu'on a à Paris, ils vont être réintroduits dans la baie des Lamantins, donc dans les Antilles françaises. Et donc, tout le travail qui est fait actuellement dans ces bassins qui sont au parc zoologique mène in fine pour ramener certains individus et de voir dans quelle capacité ils seront possibles de les réintégrer. Il y a des exemples absolument incroyables où tout d'un coup la régénération de certains animaux, la réintroduction de certains animaux dans des parcs, notamment le Yellowstone aux États-Unis, a produit des effets écologiques absolument fantastiques. Et donc c'est vers ça aussi qu'on va. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas jeter l'ensemble par terre, il faut se poser les bonnes questions, avoir la franchise, oui, de voir les effets néfastes et négatifs, mais aussi de se dire on peut amener des réponses. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais une question qui sort un petit peu du cadre. Parmi tous les projets que vous nous avez présentés, parmi tous les projets sur lesquels vous vous intéressez, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup des projets d'initiative publique. Et je voulais avoir votre sentiment à vous-même, à vous qui travaillez déjà ou qui allez le faire, si vous pensez que des solutions d'intégration, des solutions de renaturation, de réusage de foncier imperméabilisé, industriel, on le voit en périphérie, effectivement, il y a beaucoup de fonciers qui sont réutilisés actuellement pour refaire des projets qui posent des sujets des vrais sujets de dépollution des sols, de réusage, qui sont des gouffres financiers totaux, qui ne fonctionnent pas du tout sur l'initiative, uniquement sur du privé. Je voulais avoir votre sentiment sur le fait, est-ce qu'on peut avoir des projets aussi qualitatifs que ceux que vous portez de pure initiative privée? Alors oui, c'est vrai que peut-être je ne l'ai pas mentionné, mais donc si, il y a quelques projets. Le projet chinois, par exemple, était un projet d'un client privé.
Alors très particulier dans le contexte de la Chine, et d'ailleurs je dois dire que depuis le Covid, moi j'ai travaillé là-dessus pendant 2 années et demie avant Covid, et vous imaginez bien qu'après Covid, les portes sont fermées. Un jour, ils m'ont dit, il faut que tu reviennes. Et ils m'ont dit, bon, bah alors, tu prends l'avion, tu vas 21 jours dans une première chambre d'hôtel, où on te passe les plats devant la porte d'entrée, puis après 7 jours dans un autre, etc. Bref, donc c'était, comme on l'imagine, impossible. Mais en Chine, c'était un projet privé, c'est-à-dire que c'était encore l'époque où certains, finalement, manias privés, ayant quand même bien réussi dans les affaires, pouvaient s'investir sur des territoires gouvernementaux, avec l'aval bien sûr du gouvernement, et donc là il y avait un échange politique, économique intéressant, et c'est eux qui portaient les projets. Donc ça c'était assez, je dirais, innovant par rapport à ça. Le parc zoologique, je dois dire qu'il a été réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé, donc ça veut dire que les investissements ont été des investissements privés, avec une redevance publique qui vient derrière. Sur la question des habitats, par exemple les logements à Luxembourg que je vous ai montré, c'est aussi de l'initiative privée. Donc oui, je pense que le privé est de plus en plus, d'ailleurs on le voit, le privé de plus en plus pousse vers des choses sans doute un peu vertueuses et innovantes aussi. Là encore, il y a aussi la course à faire le mieux possible et être mieux que son voisin. Il y a des sociétés, bon là on a vu les mégastructures là, de commerce et de stockage, mais il y a des entreprises qui cherchent à créer des espaces industriels de grande qualité. D'ailleurs, aujourd'hui dans le luxe français, c'est des sociétés qui sont vraiment porteuses et innovantes dans ce domaine-là. Ils envoient d'ailleurs des chercheurs sur l'Institut de biodiversité à Saint-Martin pour aller travailler sur des sujets très spécifiques liés aux espaces tropicaux. Donc ce travail entre le privé et le public, à mon sens, il est là encore aussi très très important. C'est vrai qu'il faut pouvoir l'encourager. Parce que l'État aujourd'hui, bien sûr, pousse vers certaines choses, mais on voit que l'État aussi, c'est une certaine lenteur. Et souvent, le problème de l'État, c'est qu'il faut garantir aussi la partie financière, économique. Et donc là, on se retrouve avec une armada de cadres juridiques et justement des programmes très très figés. Tout à l'heure, on en parlait. Des programmes qui sont terrifiants. Où si vous n'avez pas respecté les demi-centimètres carrés qui est décrit dans le programme, on va vous dire que vous avez trahi le projet, ce qui est aberrant. Bonsoir. En fait, en revenant sur le bien-être animal, je ne suis pas totalement d'accord par rapport à que les animaux sont nomades, parce qu'en fait, ils restent quand même, ils sont un territoire fixe et c'est nous qui on les fait bouger. Donc, c'est nous qui, avec l'architecture et tout, on les fait bouger, on les fait changer des places parce que bon, ils ne peuvent plus être là. Donc, ma question c'était comment on pourrait avoir une bonne relation quand on fait des étalements urbains des villes, comment on pourrait avoir une bonne relation avec les animaux, parce que là, pour les parcs zoologiques, on avait des espèces spécifiques et on arrivait à étudier chaque espèce pour savoir ses besoins. Mais dans un étalement urbain, il y a plein d'espèces qu'on ne peut pas prendre en compte. Par exemple, il y a plein d'insectes, des petits animaux, des petites bêtes, que peut-être ça ne pourrait pas être important, mais qu'en fait c'est important pour l'écosystème. Donc comment on pourrait avoir cette relation animaux-nature-humain quand on a besoin d'espace? Mais écoutez, je crois que l'important, c'est ce qu'on disait sur les écosystèmes, et c'est sur la préservation du milieu. En fait, l'animal en tant que lui-même, il ne peut pas vivre s'il n'a pas son milieu. Donc, par exemple, insectes, etc., c'est les milieux humides qu'il faut arriver à préserver, les rivières, etc. Tout ça, à partir du moment où on commence à préserver le milieu, l'habitat, on génère cette vie, elle prend de manière quasi automatique et elle se reproduit de manière assez rapide. Donc vraiment, si on s'attache à travailler sur le milieu et la compréhension du milieu qu'on essaye soit de préserver, soit de mettre en place, je pense que là, on a des réponses tout à fait efficaces sur cette préservation. Après, il y a tous ces grands enjeux des corridors verts, des corridors bleus, etc., qui façonnent maintenant, qu'on essaye de réintroduire dans les grands milieux urbains, qui sont fondamentales aussi. Tous les systèmes d'hébergement, de nichoirs, etc., qui sont installés dans les villes fonctionnent. On en a vu là tout à l'heure sur un de
exemples, tous ces systèmes de porosité de l'urbain fonctionnent absolument. Et donc, je crois qu'il faut vraiment encourager tous ces dispositifs. Petite question, j'ai deux petites questions. D'abord vous avez parlé donc de l'importance du chantier dans votre travail. Est-ce que quand on travaille avec le vivant, il y a aussi ces questions qui se posent du chantier et du coup du fait de déranger les espaces naturels quand on construit? Est-ce que, je suppose, comme c'est quelque chose d'assez récent, c'est un travail récent à l'échelle de l'histoire de l'architecture, est-ce que vous avez déjà des méthodes qui sont préétablies pour ça? Et ensuite, c'est une question que je pourrais vous poser comme je pourrais le poser à beaucoup d'architectes. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir dire non pour un concours ou de dire on ne peut pas construire ici ou on ne doit pas construire comme ça ici, tel programme ne correspond pas en fait à cet espace naturel? Oui, mais c'est de bonnes questions, effectivement, puisqu'elle parle un peu de l'éthique de notre travail. Sur la question du chantier et du vivant, alors je dirais que le vivant, déjà, il ne s'arrête pas au chantier. Le chantier est un moment de transformation d'un territoire, effectivement, un peu impressionnant, des fois souvent difficile, mais extrêmement palpitant et extrêmement porteur. Mais bien évidemment, la question du vivant se prolonge et la transformation d'ailleurs qu'on a opérée entre 2007 et 2014, aujourd'hui elle continue encore. Le parc continue à muter sur certains espaces, voilà, des enclos, parce que certains animaux peut-être n'ont pas suffisamment de place ou en tout cas doivent pouvoir se mouvoir par ailleurs. Donc on commence à ouvrir certaines frontières poreuses, etc. Donc tout ça, c'est un travail en continuum et ça c'est vraiment intéressant dans ce travail sur le vivant. Sur la question de savoir si on peut refuser effectivement d'inscrire un bâtiment, oui, je pense que ça c'est le dialogue avec le client qui parfois arrive avec des idées un petit peu préconçues. D'ailleurs, je dois dire que sur le parc zoologique, on a eu beaucoup de débats, beaucoup de contraintes. Il y en a un qui voulait absolument mettre la grande volière que vous avez vue avec les animaux en plein milieu de l'espace parce qu'il se disait tiens, ça sera fantastique de l'avoir au milieu. Et donc il a fallu beaucoup de travail, de pédagogie, de démonstration, de négociation pour montrer que cet espace était beaucoup mieux situé à un autre endroit. Donc oui, c'est un travail de négociation et de discussion. Après, le fait de refuser certains lieux, par exemple sur Saint-Martin, effectivement, à un moment donné, le cahier des charges ou le programme disait vous vous installez sur la plage. C'est là où on a dit non, on ne va pas s'installer sur la plage, il faut vraiment travailler sur l'inscription d'un bâtiment un peu, je dirais, en seuil de cette zone humide et reculer de façon justement à se reculer par rapport au positionnement du littoral. Donc voilà, c'est un projet, c'est une négociation permanente et des questions qui remettent en perspective les points de vue des uns et des autres et c'est là où effectivement il faut garder un cap qu'on essaye de se donner. Parfois on change de cap, pas dans le chantier, pas dans le projet. Oui, j'avais encore une question sur le vivant de la matière, c'est-à-dire des matériaux utilisés. Puisque ce qui est commun, c'est quand même le sol. Qu'est-ce qui crée un vivant? Qu'est-ce qui crée un microsystème? Voilà, c'est quand même le rapport au sol, des plantes, du vivant qui y pousse et de l'animal. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que c'est vrai qu'on voit du bois, on voit des doubles pots. Je pense à la matière terre. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui travailler beaucoup plus avec des matériaux biosourcés? Ou comment est-ce qu'on traite la question du béton? Parce que le rocher est toujours présent dans l'histoire du zoo. Où qu'on aille, j'ai visité le zoo de Valencia qui a des rochers fantastiques en béton. Et je voulais avoir ton avis sur cette question de la vie de la matière et du matériau utilisé par l'architecte aujourd'hui. Du prix aussi, c'est-à-dire que coûte... ouais, puisque c'est une question d'économie aussi.
d'économie et d'écologie. Voilà, et de principe de réalité d'un projet, ça c'est sûr qu'il faut, c'est un paramètre important. Alors tu as parlé des sols, mais par exemple, tu vois, on a tout ce qui se passe en aérien, et c'est là où on réfléchit quand même. Le zoo, c'est vraiment tout un travail comme dans une forêt. Je veux dire, effectivement, tu as le sol avec tout ce qui s'y passe, et puis on monte, et tu as les airs, la canopée, etc. En fait, le zoo, quand tu décortiques bien toutes les strates, on est vraiment sur cette espèce de grand volume, avec des espaces aériens, avec des animaux qui ne se posent jamais au sol. Par exemple, les fameux paresseux, une fois qu'on les avait lâchés dans la serre, ils sont partis dans les structures de la charpente et ils sont restés dans les structures de la charpente. Ils descendent très très rarement, nous disent les soigneurs. Et ça, on a trouvé que c'était assez fascinant parce que finalement, ils trouvent à vivre, à s'installer, à créer leurs espaces de vie à l'intérieur de la structure qu'on a construite. Donc ça, c'était un élément intéressant. Après, sur les matériaux, oui, on a travaillé aussi, alors les sols notamment, tu as vu la vue aérienne, la réalité c'est qu'il y a toute une série de textures et de sables qui sont utilisés justement en fonction des enclos, en fonction des besoins, les sabots de certains animaux qui ne peuvent pas peut-être intégrer des matériaux trop rugueux. Au contraire, pour les girafes, il faut des matériaux, d'ailleurs c'était assez fascinant de faire tous les essais-tests des bétons qu'il fallait mettre sur les sols, parce qu'il fallait que quand elles rentrent vers leur loge, ça permette de faire une espèce de lime sabot. Donc ça permettait de gratter les sabots et de retirer un petit peu toutes les impuretés qu'elles pouvaient rentrer à l'intérieur de la loge. Donc chaque sol, chaque mètre carré, effectivement, a une fonction assez déterminée dans un type de zoo comme ça. Et sur l'économie, oui, évidemment, on y a réfléchi. On a parlé tout à l'heure du verre qui crée justement l'effet de serre et qui n'est pas thermoformé. Les madriers de bois qui forment toute cette double enveloppe de protection qui sont en bois brut, donc vraiment des madriers de mélèze brut. On a cherché à travailler, oui, sur une économie qui était quand même très tendue pour pouvoir répondre à la dimension quand même assez importante du zoo. Voilà, Mathieu, je ne sais pas si... Je sais pas, est-ce que vous avez envie peut-être de réagir ou un dernier mot ou quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit? Un dernier mot parce que... Voilà, je crois qu'on va... C'est bon, on s'arrête. Bon, merci à toutes et à tous et merci Véronique. Merci à vous tous. En tout cas, c'est un plaisir de revenir dans cette école que j'affectionne particulièrement et de discuter avec vous. C'était vraiment un grand plaisir. Merci.